Démarrer, on va laisser les gens petit à petit arriver. Déjà, je voudrais remercier nos intervenants, Mathieu Rouillard, avocat, Christian Canténis, psychanalyste, et puis Marie-Pierre Delattre, notre valeureuse administratrice, d'avoir consacré ce samedi après-midi. La conférence, alors pour ceux qui n'ont pas l'habitude de Zoom, la conférence va tout de même être enregistrée parce que pour certains d'entre vous, vous avez vu que j'ai pu réactiver la chaîne YouTube, notre chaîne YouTube ce matin. Donc, on mettra la conférence en lien sur YouTube une fois qu'elle sera terminée. Ensuite, bon, le principe, c'est d'essayer d'écouter au départ et puis éventuellement, vous avez en bas à droite, non, au milieu de l'écran Zoom, vous avez une petite fenêtre discussion dans laquelle vous pouvez éventuellement poser des questions que nous noterons au fur et à mesure, que nos nombreux assistants présents dans la salle noteront au fur et à mesure et vous feront passer, afin que Christian et Mathieu puissent vous répondre. Le principe aussi, c'est quand vous voulez parler, vous levez la main. Alors, il y a un endroit où on peut lever la main, je ne sais plus où c'est. Mais enfin, en posant les questions, normalement, on peut filer la main en même temps. Donc, voilà comment ça va se dérouler. Et puis, on y va. Donc, je vais disparaître au profit de nos intervenants, ce qui ne vous cachera pas le paysage, par contre. Donc, voilà. Hop. C'est hyper magnifique. Eh bien, vous pouvez y aller. Je vais simplement dire un petit mot d'introduction pour cette conférence. D'abord, le fait qu'elle se situe dans le cadre de la semaine des droits de la femme, mais c'est une action soutenue par le département, et que c'est une première d'aborder cette question des violences au sein des couples. Alors, quand on parle de violence conjugale… Alors, il y a Christine qui entend mal, parce qu'apparemment, Jacques aussi, donc il faudrait que tu parles peut-être un petit peu plus fort, s'il te plaît. D'accord. Ça permet de faire un test de son. Voilà. Alors, quand on parle de violence conjugale, le premier réflexe, c'est de penser à une femme victime et à un homme auteur. C'est probablement pour cette raison que les différentes études et statistiques sur les violences dans le couple abordent très rarement les violences dans les couples gays et lesbiens, même de façon marginale. Les seuls chiffres disponibles en France sont les suivants. L'enquête Virage de l'Institut national d'études démographiques montrait en 2015 que 1% des victimes de violences sexuelles dans un couple seraient lesbiennes, gays ou bi, ce qui pourrait correspondre à 3 750 personnes par an. Et puis, l'étude nationale relative aux morts violentes au sein des couples en 2019 indique que 8 décès sont survenus au sein de couples homosexuels, contre 3 en 2018, dont 7 couples d'hommes. C'est-à-dire que sur 146 femmes victimes de mort, une est tuée par sa compagne, et que sur 27 hommes victimes, 7 sont tués par leur compagnon. Et par ailleurs, une étude états-unienne de 2015 avance que 25 à 40% des femmes en couple lesbien et 26 à 40% des hommes en couple gay ont subi des violences conjugales au cours de leur vie. Ces chiffres sont équivalents à ceux des femmes en couple hétérosexuel, mais bien supérieurs à ceux des hommes en couple hétérosexuel. Alors, le Grenelle des violences conjugales qui s'est réuni en 2019 a ignoré les violences dans les couples de même sexe. L'examen de la proposition de loi contre les violences conjugales, qui a été discutée le 26 janvier 2021 à l'Assemblée nationale, donc très récemment, n'évoque pas du tout les couples de même sexe. C'est pourquoi un député, qui a été soutenu par 9 autres, a déposé 2 amendements au sujet des violences dans les couples de même sexe. Et le premier amendement préconise la réalisation d'un rapport qui permettrait de chiffrer la réalité des violences conjugales dans les couples de même sexe. Voilà, donc c'est un sujet qui est très peu abordé. La conférence que LGBT plus 66 vous propose aujourd'hui permet de soulever un coin du voile d'une réalité complètement méconnue aujourd'hui, sauf par les victimes. Je passe donc la parole à Christian Canténis, psychanalyste, qui va faire la première intervention. Bonjour à tout le monde. Alors, quand on dit Christian Canténis, psychanalyste, ça fait
ça intrigue toujours. On se dit, mon Dieu, qu'est-ce qu'il va nous dire de nous qu'on ne sait pas. En fait, je découvre un petit peu le sujet avec vous et je le découvre à travers ma pratique clinicienne. Parce que malheureusement, j'ai reçu des couples gays, surtout des couples gays sur lesquels des violences étaient présentes, et c'est pour ça que je me suis intéressé à ce sujet. Mais mon intervention aujourd'hui et le thème de ce débat a une histoire quand même, et je voudrais la resituer. C'est celle de demande de Ludovic, votre ancien regretté président, qui m'avait alors sollicité parce qu'il avait rencontré une recrudescence de cas de violence conjugale. Et il voulait que j'aborde ce sujet-là et que j'expose mes idées sur ce sujet. Et en fait, je lui avais indiqué alors, à l'époque, que de façon éthique, je me refusais d'aborder ce sujet des violences conjugales chez les couples homo et lesbiens comme une question de genre, mais plutôt comme une question globale. Parce que pour moi, les violences conjugales n'ont pas cette entrée genrée. Et du coup, on en avait discuté et je lui avais dit, par contre, ce que je peux faire, c'est essayer de montrer les similitudes qu'il peut y avoir entre des violences conjugales dans les couples hétéros et des violences conjugales dans les couples homo. Et ces similitudes, on les verra, elles sont dans l'agir. Par contre, il y a quelques différences et que je pointerai, c'est des différences sur les conséquences des violences conjugales, qui ne sont pas tout à fait les mêmes chez les couples hétéros et chez les couples homo. Pour plein de raisons, ce débat n'a pas pu avoir lieu, et notamment, malheureusement, et c'est ce qui nous a privé de Ludovic, des raisons médicales. Bon, donc aujourd'hui, le débat a lieu, c'est un peu une revanche, hein, et un hommage que je vais lui rendre à travers ma prise de parole aujourd'hui. Alors, pour ce qui est des violences conjugales, ce qu'on peut dire maintenant, c'est que c'est de moins en moins considéré comme un phénomène de nature privée, mais de plus en plus comme un problème de société. Alors, on ne va pas s'en féliciter, bien évidemment, mais le fait que ça sorte de la sphère privée, mon collègue Mathieu Rouillard va pouvoir aussi dire comment ça a pu être pris en compte par la puissance publique, et c'est aujourd'hui chose intéressante qu'on puisse en parler sans se cacher. Parce que c'est resté un phénomène caché pendant de nombreuses années. La violence conjugale fait aujourd'hui partie et fait aujourd'hui l'objet de nombreuses réflexions sur notre société humaine, sur la façon dont nous nous comportons. C'est une relation complexe, la violence conjugale. C'est une relation complexe entre un abuseur et un abusé. Elle est souvent une souffrance à bas bruit et interroge, pour le psychanalyste que je suis, l'archaïsme de la relation tyrannique. Donc, vous verrez que dans mon propos, je vais essayer d'expliquer un petit peu avec des mots simples, et puis s'ils ne sont pas simples, vous me poserez des questions, j'essaierai de répondre de façon simple, sur ce qui se joue dans cette relation à deux, de ce que moi j'appelle une guerre à deux. Alors, ce débat portera donc sur la victimisation dans le couple comme un point de départ d'un essai de réflexion clinique du processus de cette forme de contrôle. Mon propos sera aussi de démontrer la question de la violence et de la symétrie du genre homme-femme et couple hétéro et homo. Et je terminerai mon propos par une tentative d'explication du tabou qui pèse sur les violences conjugales dans les couples lesbiens. Bon, venons-en au sujet. Qu'appelle-t-on une violence conjugale? Il s'agit d'un processus au cours duquel un partenaire ou un ex-partenaire adopte à l'encontre de l'autre des comportements agressifs, violents et destructeurs. Il s'agit donc de violences exercées par un partenaire au sein d'une relation de couple ou au sein de relations amoureuses, que ces partenaires soient mariés, pacsés, vivant en concubinage, que le couple soit hétéro ou homo. Se rappeler aussi ce que c'est qu'une violence. C'est se faire bousculer, gifler, tirer les cheveux, frapper, brûler avec une cigarette, mais aussi subir de la dépréciation récurrente, ou encore devoir accepter des comportements abusifs et récurrents qui constituent des actes maltraitants, qu'ils soient physiques ou psychologiques. On ne peut pas donner une définition plus précise parce qu'elle est aussi singulière et elle est aussi liée à la façon dont le couple vit sa relation. Mais ce qu'on peut dire, c'est que c'est toujours une relation contrainte et qui fait qu'on va subir de la part de l'autre des faits, des actes qu'on ne souhaitait pas subir. Donc, on a parlé des chiffres, donc je ne vais pas trop m'y arrêter. J'aimerais simplement dire que
il y a quand même certaines évidences dans les violences conjugales. Les hommes sont coupables et les femmes sont victimes. Un présupposé justifié quand même par les faits et étayé par les statistiques. Cependant, pour être complet, je voudrais montrer que la violence n'a pas de sexe. Et elle met en lumière quelques aspects de la violence féminine dont on parle que très rarement. En ce qui concerne la violence conjugale féminine, comme d'habitude, il faut recourir aux travaux du continent américain pour y voir un peu plus clair. Et en particulier, une dernière enquête qui a été faite par l'Institut de la statistique du Québec, au Canada, par Denis Laroche, qui est assez intéressante. Je vais vous donner quelques chiffres. En 2002, au Québec, 62 700 femmes et 39 500 hommes se sont dit victimes de violences conjugales, toutes violences conjugales confondues, et toutes formes de couple, hétéro et homo. Les actes d'agression subis par les hommes et les femmes ne sont pas exactement les mêmes. Les femmes sont plus victimes de violences physiques graves que les hommes. Parmi elles, 25% ont été battus, contre 10% d'hommes, 20% ont failli être étranglés, contre 4% d'hommes, et 19% ont été menacés avec une arme, contre 8% d'hommes. Donc, 7 fois plus de femmes que d'hommes ont été victimes d'agressions sexuelles. En revanche, suivant toujours ces études canadiennes, hommes et femmes sont à quasi-égalité face aux violences psychologiques. Venons-en maintenant à un essai d'explication du phénomène de violence conjugale. À quel moment l'emprise amoureuse devient-elle dangereuse? Quand faut-il s'inquiéter de la violence dans un couple? Les campagnes de prévention le disent toutes, à partir de la première menace. C'est dans les mots que la violence se symbolise. On peut donc dire que dans le plus grand nombre de cas, la violence s'installe d'abord sur un premier cycle qui est de maltraitance psychologique, insultes, dévalorisation, manipulation, menace. La difficulté à repérer les violences psychologiques vient de ce que la limite en est imprécise. Tant il est difficile, lorsqu'un système pervers est installé par l'agresseur, d'évaluer ce que ressent une victime de violences psychologiques. Si on devait schématiser la violence conjugale, on pourrait dire qu'elle consiste en une structure de comportement qui prend diverses formes physiques, émotionnelles, psychologiques, sexuelles, mais aussi économiques, dont le but est d'installer par intimidation le pouvoir et le contrôle du conjoint violent envers le conjoint violenté. C'est ce qu'on appelle une relation d'emprise. Je vous propose de vous parler de la violence conjugale telle que je la rencontre dans mon travail clinique, en tenant compte des enjeux relationnels inconscients entre deux partenaires. Dans cette optique, la violence est fréquemment le résultat d'une construction à deux. Un pervers narcissique, celui qui a recours à ce qu'on appelle communément l'emprise, et sa victime qui a besoin d'être aimée, au risque d'aller vers une dépersonnalisation. Être en couple, c'est être en emprise réciproque, mais c'est donc être dans un échange. La violence, par contre, c'est l'absence de réciprocité. L'autre est traité comme un objet et non plus comme un sujet. La notion d'emprise implique l'appropriation et la domination. Cette emprise est habituellement associée aux idées de contrainte, de force et de puissance. Le besoin de contrôler pour ne pas perdre, c'est ce que l'on pourrait appeler un terrorisme intime. La relation abuseur-abusé vient interroger la question du lien, de la castration, qu'on appelle en psychanalyse, c'est-à-dire la peur de la perte, de son intensité et de la façon dont tout cela a été appréhendé. Je vous propose de faire un petit retour dans nos voies infantiles pour essayer de mieux comprendre comment se construit cette relation d'emprise. La conquête de l'autonomie de tout sujet, nous tous donc, passe par un temps de dépendance. Grandir est une conquête. On grandit pour soi, mais aussi on grandit contre sa propre tendance à rester passivement dépendant. C'est comme ça qu'on acquiert de l'autonomie. Il arrive parfois que ce processus d'autonomisation du sujet soit précocement entravé, soit parce que l'enfant redoute la séparation, soit parce qu'il se sent angoissé dans cette perspective. Il la vit de façon très douloureuse, et cette séparation qui lui est imposée, il la vit de façon pathologique. Soit aussi parce que l'adulte ne sait pas ou ne peut offrir amour, sécurité et éducation nécessaires à son équilibre psychique. On voit donc à ce moment-là, qui est le moment qu'on va appeler de la petite enfance, ce phénomène de peur de perdre l'autre et de se perdre en perdant l'autre est générateur de troubles que l'on retrouvera plus tard chez le pervers. Cette souffrance reste en attente.
elle est prête à réapparaître à chaque occasion affective dans le cours de la vie. La clinique montre que dans ce type de contexte se développe une exigence qui bascule du côté de la psychopathologie. Le sadisme, donc, la perversion, l'asservissement de l'autre, la tyrannie sont autant de fragments du passé qui se réactualisent. On peut dire que les conjoints qui rencontrent des problèmes d'attachement dans leur prime enfance souffrent plus tard d'angoisse dans leurs relations intimes. C'est ce qui peut expliquer pourquoi des conjoints maltraitants ont un besoin exagéré de contrôler leur partenaire. L'abuseur, tout dans l'illusion de son narcissisme primaire, d'exercer sa toute-puissance par besoin de contrôler son objet, son partenaire, il chosifie son partenaire pour pouvoir mieux le maîtriser. L'abusé, quant à lui, sera dans le renoncement de son être par peur de perdre l'être aimé. S'habituer à la souffrance, s'habituer à être sali, ça peut être pour lui encore une façon de tenir à ce que l'on croit. J'aborde maintenant la question de l'homosexualité et de la violence conjugale au sein des couples homosexuels. Pardon, excusez-moi. Au cours de l'histoire, la violence entre partenaires, même chez les couples de même sexe, a fait l'objet d'un silence écrasant. Même si aujourd'hui le phénomène tend à être reconnu, il n'est pas aisé de trouver des informations et des chiffres sur celui-ci. D'une part, parce que, tout comme dans la violence entre partenaires hétéros, de nombreux mythes circulent. L'un le plus important est la croyance que la violence entre les partenaires n'existe tout simplement pas dans les couples homosexuels. En effet, les relations homosexuelles sont souvent décrites comme des relations basées sur l'égalité, et donc elles seraient des relations idéales, fondées sur l'amour et le respect. Or, cette vision des choses est idyllique. Malheureusement, les relations homosexuelles sont aussi saines ou aussi malsaines que le sont les relations hétéros. Il existe un véritable phénomène d'impensé de genre d'une part et d'une vision très hétéronormée de la violence conjugale. Une étude de l'université de Northwestern aux États-Unis montre que 25% à 75% des couples du même sexe sont affectés par une forme de violence domestique. La violence est d'autant plus, voire plus présente d'ailleurs dans les couples homosexuels que dans les couples hétéros. Problème, les chiffres exacts restent vagues, car une grande majorité de victimes renoncent, encore plus que les femmes hétérosexuelles, à le faire savoir. Selon le professeur Richard Carroll, qui a coordonné cette étude dont je viens de parler, les homosexuels auraient peur de vivre une stigmatisation supplémentaire s'ils venaient à dénoncer leur partenaire. Le fait de faire partie d'une minorité sexuelle rendrait d'ailleurs plus réticent à parler de violence, et notamment de violence au sein de son couple. Les personnes victimes d'un partenaire du même sexe, se sentant moins en confiance à l'heure de se rendre à la police, craignant d'y subir de nouvelles discriminations. Mais comment? Vous ne pouvez pas vous défendre, vous êtes un homme. De plus, certaines personnes se refusent à révéler aussi publiquement l'orientation sexuelle. On parle de violence entre partenaires, on pense généralement aux violences physiques qui laissent des traces. Cependant, il existe bien d'autres, beaucoup moins visibles celles-là, les violences verbales qui regroupent les cris, les hurlements. Ces violences passent souvent inaperçues car elles ne laissent pas de traces physiques et donc elles ne peuvent pas être confrontées à une réponse policière. Les violences psychologiques qui comprennent les humiliations, les crises de jalousie, les menaces, les demandes d'actes sexuels et de formes d'actes sexuels qui ne sont pas voulus et qui sont donc contraintes et qui là aussi peuvent difficilement être portées à la connaissance de la police. Les violences économiques où la victime est privée de tout accès aux ressources financières, ce qui l'empêche de maîtriser son budget et s'oppose à des prises d'indépendance. Les violences sexuelles, enfin, regroupent toute atteinte à l'intégrité sexuelle. Dans certains couples, un des deux partenaires va devoir se sentir obligé d'avoir un rapport sexuel, car c'est son devoir. Deux partenaires. Posons dès lors la question de la violence dans les couples homo. Existe-t-il de réelles différences entre la violence au sein d'un couple gay et au sein d'un couple hétérosexuel? Là encore, les avis divergent. Il semblerait que les différentes composantes du phénomène de la violence entre partenaires, la prise de pouvoir, les relations inégalitaires, l'escalade de la violence et les conséquences de celle-ci se retrouvent dans chaque type de couple, qu'il soit gay, lesbien ou hétéro. Cependant, il est intéressant de nuancer le propos en ajoutant que bien que la violence entre partenaires soit semblable, les types victimes de violence entre partenaires gays ou lesbiens et les conséquences ne sont pas tout à fait les mêmes. D'abord, l'isolement croissant. La violence entre partenaires identiques entraîne un isolement qui pourrait être amplifié par le fait d'être homosexuel dans une société homophobe. Et nous avons
encore une société qui est homophobe. Protéger la communauté. Les gays ressentent le besoin de protéger leurs relations contre la discrimination et les stéréotypes négatifs véhiculés par la société. Alors, admettre que leur relation déjà mal vue par la société souffre de la violence n'est pas aisément concevable pour eux. Ce qui expliquerait ce que moi j'appelle le phénomène d'isolement, qui est la conséquence des violences conjugales dans les couples homo en général, gays et lesbiens en particulier. Faisons un zoom maintenant sur la violence conjugale au sein des couples lesbiens. La violence conjugale dans les couples lesbiens n'est pas un sujet énormément documenté, étant considéré comme un sujet tabou depuis des siècles. Cela donc reste un sujet toujours délicat à aborder et qui n'a fait l'objet que de très rares travaux d'études, surtout en France. Les seules études récentes que j'ai trouvées sont des études néerlandaises et américaines qui nous disent que dans ces pays-là, entre 25 et 35% des relations lesbiennes sont affectées par la violence conjugale, ce qui est un chiffre considérable. Si la violence domestique dans les couples hétéros a été connue sur le plan public et médiatique dans les années 60, par contre, le fait que l'homosexualité ne date pas d'hier, les violences conjugales des couples lesbiens n'ont commencé à être perçues que dans les années 80. Qu'en est-il des similitudes ou des différences de la violence des unions lesbiennes? Le lesbianisme résulte d'une attirance pour une personne du même sexe qui n'est en rien différente ni dans sa forme, ni dans son identité d'une attirance hétéro. La violence conjugale chez les couples lesbiens n'est pas différente de celle des couples hétéros. Les types de violences exercées sont pratiquement les mêmes et autant destructeurs. Je partage le point de vue de certains de mes collègues dans le fait qu'il existe davantage de ressemblances que de différences entre les conjoints violents hétéros et les conjointes violentes lesbiennes. En effet, on peut penser que les femmes qui exercent de la violence conjugale sur leurs conjointes ont des traits de personnalité qui sont similaires à celles des hommes violents. La personnalité des abuseurs est similaire, peu importe les orientations sexuelles. Venons-en maintenant au point de mon intervention qui concerne la question du tabou. Il semblerait que la violence dans les couples lesbiens soit un tabou bien plus grand encore que celle des couples hétéros, voire des couples gays. Vu son ampleur, pourquoi est-il si difficile d'en parler? Comment se fait-il qu'il y ait relativement peu de plaintes? Il y a très peu de plaintes. Ni dans les mouvements féministes contre la violence conjugale, ni dans le monde associatif gay et lesbien, cette question me semble prendre un caractère prioritaire. On peut faire à ce stade que des suppositions, et je peux avancer que des hypothèses que je livre justement au débat et aux échanges que nous pourrons avoir après. La première, que j'appellerai les forces et les limites du mouvement féministe. C'est l'implication du mouvement féministe qui a permis de rendre publique la violence à l'égard des femmes, et plus spécifique au sein des couples, hétéros au début et lesbiennes ensuite. C'est toujours grâce à ce mouvement que la place des femmes a été réinterrogée bien au-delà des aspects liés à la cause des femmes lesbiennes. Pour autant, je pense que ce qui a fait sa force est devenu insidieusement et inconsciemment sa faiblesse, que le non-dit de la violence lesbienne est fortement lié à la façon revendicatrice et militante de s'identifier et de se définir comme lesbienne. Dans cette conquête de libération des corps et du désir, il y a eu une inspiration à l'idéalisation, un imaginaire du couple lesbien où la femme est à la fois émancipée, mais solidaire, douce et aimante, laissant la brutalité, la domination et l'agressivité à l'autre. Le contact à la réalité de la violence conjugale renvoie le couple lesbien à la ressemblance du concept séculaire de l'homme qui bat et de la femme qui est battue. L'apparition de la violence conjugale met fin au mythe d'un couple lesbien idéal. Cette violence serait tue car elle dénonce, pour moi, le mirage d'un féminin qui ne serait plus acceptable. La question est ouverte et j'attends vos remarques. Passons à la deuxième hypothèse. Le poids des représentations sociales. Nos normes sociales sont sous-tendues par des normes religieuses, conservatrices, qui sont source de discrimination, rendant souvent muette la question des violences au sein des couples lesbiens. Les victimes sont souvent rendues responsables des violences. Les femmes victimes sont traitées en tant que personnes vulnérables, peu responsables de leur vie, ce qui renforce un sentiment de culpabilité qui n'aide pas à témoigner.
Il est important de comprendre que l'homophobie à laquelle les lesbiennes sont confrontées entraîne souvent un lien de dépendance dans le couple qui peut insidieusement installer une relation abuseur-abusé. L'incapacité de notre société à dominante masculine à percevoir les femmes comme coupables de violences relevant d'une vision très hétéro de la sexualité. L'ensemble de ces phénomènes contribuant à rendre presque invisible la plupart des violences et des abus commis à leur égard et par conséquent expliquerait la rareté des plaintes. Pour conclure, puisqu'on avait un temps bref, pour qu'on voulait laisser la place aux échanges, pour conclure, je dirais que cette guerre conjugale à deux, c'est notre éducation qui est en cause. Depuis la fin des années 90, la tendance est à la recherche de la satisfaction de nos désirs sans entrave, et ça a pris le pas sur le respect que l'on doit à l'autre. Nous avons besoin, me semble-t-il, de réapprendre à la place de l'autre dans nos vies intimes pour que nos relations sentimentales, émotionnelles, affectives et sexuelles aient une place importante et pas toute la place. Et toute la place qui profite chaque fois à l'abuseur, à celui qui ne conçoit pas l'autre dans un partage, mais dans un contrôle. Je vous remercie et je suis prêt à répondre à vos questions s'il y en a. Merci beaucoup. Alors, y a-t-il des questions écrites, peut-être? Alors, pour l'instant. Non? Oh. Y a-t-il des gens que mon propos aurait choqué ou qui ont envie de discuter avec moi? Sinon, je vais laisser la place à mon collègue juriste. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle aussi? Je vois pas. Et j'étais clair, complètement castrateur. Je ne connais pas envie d'intervenir. Ah, une question de Vincent à tout le monde. Pas de questions pour ma part. Voilà, ça commence à réagir un petit Très peu. bien. Je salue Alexandra, que je reconnais dans les... Mais elle a pas mis sa vision. Elle n'a pas mis sa vision en rouge. Tout à l'heure, elle avait mis. Tout à l'heure, elle l'avait mise. Comment? Sylvain, voilà. Ah, si je les ai sur le côté, ça sera mieux, parce que je ne voyais plus depuis le temps. Bon, après, on peut avoir aussi un débat général, laisser parler... Alors, il faudrait que j'ouvre les micros. Alors, tout le monde peut... D'accord. Voilà. Non, mais j'essaie de demander aux gens qui veulent réactiver leur micro. Moi j'ai une question peut-être qui va permettre à certains d'autres s'y collent. Est-ce que, par exemple, Christian, l'ouverture actuelle de tout un débat public sur les questions des violences des plus faibles, puisque c'est souvent de ça qu'il s'agit. Il y a eu les violences à l'égard des femmes, la violence à l'égard des enfants qui est en train de sortir, oui, avec toutes les questions autour de l'inceste. Est-ce que cette libération de la parole est de nature, à ton avis, à faire émerger petit à petit cette question des violences conjugales dans les couples homo, ou est-ce qu'on est sur deux dimensions différentes? Alors, ma réponse, elle est à deux temps. Je dirais oui et je dirais que je l'espère. Parce que ce que j'ai essayé de montrer, alors peut-être rapidement, mais c'est que pour moi, j'en ai fait une question non genrée. Je l'ai dit d'entrée. Hein, et que pour moi, ce qui se joue dans les couples gays ou les couples lesbiens est de la même façon ce qui se joue dans les couples hétéros, et que la violence, elle est inacceptable, quel que soit le couple. Et que du coup, il y a nécessité, il y a urgence à parler, il y a urgence à dénoncer des situations dans lesquelles on se trouve dans une position de victime, dans une situation que moi j'ai appelée avec un terme psychanalytique de chosification, c'est-à-dire où on n'existe plus, on n'est que l'objet du désir et de la perversité de l'autre. Alors, moi, je ne juge pas
le pervers. J'ai même expliqué que vraisemblablement, il était victime de ce qu'il avait mal vécu dans son enfance, soit parce qu'il avait mal vécu la séparation de la figure maternelle, soit parce que cette figure maternelle ne lui avait pas donné la sécurité nécessaire pour qu'il puisse, lui, accepter d'être frustré, accepter de différer, accepter de prendre de la distance par rapport à ses émotions sans être envahi par. Et l'émotion qui envahit fait que chez cet abuseur-là, qu'il soit gay, lesbien ou hétéro, amène à la même conséquence, celle de la peur de perte de l'objet et donc d'en faire un objet de son désir et de ne pas reconnaître l'autre comme étant un sujet de droit. Mais là, je laisse la parole à mon collègue, un sujet de droit, en tout cas un sujet de désir. Et donc, moi, je plaide, et ma présence cet après-midi, elle est là aussi pour ça, pour dire oui, bien sûr qu'il faut parler, bien sûr qu'il faut dire je ne suis pas d'accord, bien sûr qu'il faut pouvoir dénoncer une situation dans laquelle on ne se reconnaît pas, on n'est pas en concordance avec soi-même et on n'est pas en équilibre avec soi-même. Souffrir, ça n'a jamais été une situation d'équilibre, ça a toujours été une situation de déséquilibre, voire une situation d'attente, en espérant que ça aille mieux, mais ça n'ira jamais mieux avec un abuseur. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Si, merci. Est-ce que ça permet le déclenchement d'autres questions? Alors, Monsieur le Président a dit que si vous vouliez intervenir, il suffisait de lever la main. Lever la main, donc on vous donne la parole. C'est dans discussion au milieu et vous pouvez dans ce cas-là éventuellement lever la main et n'importe qui à l'heure actuelle peut ouvrir son micro. Mais je vois que Céline est là. Si elle pouvait nous dire un petit mot au titre du département, ça serait un petit coucou. Je vois qu'elle est là. Alors, je ne sais pas si vous me voyez. On ne te voit pas. Vous m'entendez? Ça y est, on te voit. Extraordinaire. Bonjour Céline. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Alors, toutes mes excuses avant tout, puisque je suis arrivée un petit peu tardivement à la réunion. Tout cela conjugué à des problèmes de connexion. Donc, avant tout, merci Jean-Loup d'avoir permis de me connecter à nouveau. Alors, juste en quelques mots, vous remercie infiniment pour l'organisation effectivement de cette rencontre, de ce sujet ô combien important qui est la question effectivement des violences dans les couples LGBT. Et cette action, donc je salue effectivement bien sûr LGBT 66 d'avoir initié cette action-là, qui s'inscrit dans le cadre, comme vous le savez, de la Semaine des droits des femmes, qui a lieu cette année du 1er au 12 mars. Alors, contexte Covid oblige, vous l'avez remarqué, bon nombre d'événements malheureusement ont dû être reportés. Néanmoins, on a essayé de privilégier effectivement les événements qui auront lieu en milieu scolaire et qui, eux, peuvent être maintenus. Voilà. Et donc, la thématique LGBT a été également, pour info, abordée hier au lycée Picasso sur le questionnement autour de l'homosexualité féminine et des problématiques et des droits en fait liés à l'homosexualité par la diffusion d'un court-métrage en présence de la réalisatrice qui s'appelait Camille et moi et qui a été extrêmement enrichissant en termes de débats qui ont suivi cette diffusion avec les publics scolaires. Voilà. Donc, le département, effectivement, s'associe bien entendu à cette action-là et vous remercie infiniment pour votre mobilisation, toute l'équipe de LGBT 66, ainsi que M. Cantonis et Maître Rouillard, que je suis ravie de rencontrer, alors pas en présentiel, mais au moins à distance, voilà, puisqu'on a eu des échanges téléphoniques. Merci à toutes et à tous. Voilà, et encore désolée d'arriver un petit peu en retard à cette rencontre. Merci beaucoup, Céline. Alors, les questions, Alexandra. Organisée sur Facebook et où j'ai mis bêtement je serai présente, donc ce que je ne suis pas près de refaire. Elle avait prévu un guet-apens avec 2 autres personnes afin de m'humilier et de me frapper. Je l'ai su par un témoin. J'ai voulu porter plainte
faire une main courante. On me l'a refusé au commissariat. Voilà. Donc, j'ai donné mon nom, son adresse, son numéro de téléphone à tous mes amis. S'il m'arrive quelque chose, adressez-vous, vous saurez que ça vient d'elle. Voilà jusqu'où on en vient. J'ai cherché à me protéger. Et je n'avais aucun moyen, par des moyens légaux, de me protéger. La question est, comment se remet-on? Parce que des fois, ça me traverse l'esprit. J'aimerais que justice soit faite et qu'elle ne puisse nuire à personne d'autre. Parce que la personne en question qui m'a prévenue est restée juste 2 semaines avec elle. Et déjà m'a dit, tu es en danger. Elle est violente. Ouais, d'accord. Moi, j'étais faible, j'ai tenu 4 mois. Je ne voyais plus personne. La seule exception que j'ai fait, c'est avec Jean-Loup, on a réussi à aller à la Gay Pride. Et j'ai fait un concert. Basta. Je ne voyais plus personne. Donc, comment peut-on faire? Est-ce que réparer justice, Christian, je te pose une question. Est-ce que demander justice peut aider à la réparation, Alors, pour se reconstruire? oui, oui, mais pas que. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, ce que tu es en train d'évoquer, c'est ce qu'on appelle une mémoire traumatique. Hein. Pardon? Une mémoire traumatique. Oui, effectivement. C'est-à-dire que tu as gardé en mémoire quelque chose d'extrêmement douloureux pour toi, qui t'a avili, qui t'a humilié, et puis qui t'a déçu aussi de la relation humaine que tu avais construite. Et donc, cette mémoire traumatique, elle ne s'effacera que à la fois en libérant la parole, comme je suis en train de le faire, en le parlant, oui. Hein, en l'évacuant de ta mémoire, en le posant comme quelque chose que tu as vécu et que tu as besoin de libérer. Et aussi, évidemment, qu'on te reconnaisse un statut de victime, parce que victime, tu l'as été. Hein. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, tu vis une double victimation. La victimation d'avoir subi des violences et la victimation de ne pas te reconnaître dans ton statut de victime. Hein. Donc, moi, je pense qu'effectivement, indépendamment peut-être d'être accompagné par un thérapeute qui te permet de mettre en mots ce que tu as vécu et de l'élaborer, de le symboliser, de le sortir de la sphère charnelle qui a été la tienne et qui a été touchée, c'est aussi d'entamer un processus de réparation parce que tu as été agressé et qu'une agression, ça se punit. Mathieu répondra bien mieux que moi, mais une agression, ça se punit. Et donc, tu as besoin d'être peut-être hein, accompagné psychologiquement pour que tu puisses te libérer, tu puisses parler de ça, tu puisses y mettre des mots et que ça puisse être entendu, qu'on puisse t'écouter par rapport à tout ce que tu as à dire. Et deuxièmement, tu as besoin de te réparer dans l'injustice qui a été la tienne. Il y a eu un truc marquant, c'est pour te dire comme ça m'a poursuivi. Dans la rue, j'ai croisé quelqu'un qui avait le même regard, très dur. Je l'ai croisé, j'étais à une table de café, je buvais mon café du matin. Cette personne est passée, m'a regardé droit dans les yeux avec un regard très dur. Je l'ai assimilé à cette personne, je suis partie. J'ai plié mes affaires, je travaillais en même temps. J'ai tout plié, je suis rentrée à la maison en catastrophe et ça m'a rappelé ça. Ce que je voudrais savoir, c'est, parce que Alexandra dit qu'elle n'a pas pu porter plainte, et que là, Mathieu peut peut-être dire, normalement, une main courante ou un dépôt de plainte, alors une main courante ne peut pas être, à ma connaissance, à l'heure actuelle, refusée, ou alors il aurait fallu que ni une plainte, en fait. Ni une plainte. Ouais, alors déjà, le premier conseil, c'est que moi, je ne recommande jamais la main courante, puisque la main courante n'est simplement que déposée avec une date certaine et qui ne permet pas derrière les poursuites. Donc, ce qu'il faut systématiquement, c'est déposer plainte. Et je rappelle, moi, malheureusement, trop régulièrement, que ni les services de police ni les services de gendarmerie ne sont le filtre des plaintes.
ils ont l'obligation de les recevoir. Malheureusement, je comprends aussi leurs contraintes, parce qu'en la matière des violences conjugales, j'ai eu trop de discussions avec des officiers de police judiciaire, que ce soit policiers ou gendarmes, qui disent qu'ils sont débordés de travail et qu'ils ne peuvent pas effectivement recevoir toutes les plaintes. Il n'en demeure pas moins que légalement, et c'est prévu par tous les textes, un policier ou un gendarme ne peut pas refuser un dépôt de plainte. Alors aujourd'hui, on a aussi des mécanismes un peu plus utiles aussi, parce qu'on peut faire des pré-plaintes en ligne, ce qui permet aussi d'éviter un éventuel refus. Et après, si effectivement la police ou la gendarmerie s'obstine à ne pas vouloir recueillir la plainte, moi j'ai aussi un certain nombre de clients qui me disent la même chose, le mieux est d'aller voir effectivement soit les associations, soit de recourir à un avocat, parce que dans cette hypothèse-là, je peux, pour le compte de l'un de mes clients, déposer directement plainte auprès du procureur de la République, qui fera effectivement après son travail de poursuite ou pas, d'ailleurs, en fonction des faits qui sont évoqués. La difficulté, effectivement, je comprends ce que vous dites, c'est que effectivement beaucoup de policiers ne prennent plus les plaintes. Alors il faut insister. Moi j'ai un cas où ça s'est très mal passé avec un policier, parce que mes clients, par exemple, a voulu déposer plainte, on lui a refusé. Par chance, elle avait le nom de ce policier. Donc aussitôt, j'ai passé un petit coup de téléphone au commissariat. Ce policier a eu la gentillesse de me raccrocher au nez. Donc j'ai appelé un procureur en charge au parquet avec lequel je travaille, en lui disant « mais c'est scandaleux dans le cadre de mes fonctions de me faire raccrocher au nez par un policier. Donc soit vous me passez un coup de téléphone, soit je vais personnellement au commissariat. » En une demi-heure, le problème était réglé. Ma cliente était reçue une heure après pour l'enregistrement de sa plainte. Donc c'est une difficulté, j'en ai conscience. Alors, j'y reviendrai tout à l'heure, mais on a eu le Grenelle des violences conjugales. Aujourd'hui, j'ose espérer. Et j'avais notamment entendu dans le cadre d'un débat une gendarme du département qui était notamment en pointe des violences conjugales, qui a formé davantage les services de police et de gendarmerie au recueil des plaintes en matière de violences conjugales. Parce que là, c'est pareil, Alexandra fait état de violences physiques, mais il y a énormément aussi de violences psychologiques qui peuvent être énormément suivies pénalement. Et là, c'est encore plus difficile. Donc, il faut davantage former tous les acteurs et toute la chaîne judiciaire pour pouvoir appréhender ce qu'est une violence. Parce que la violence, où on l'entend et au sens juridique du terme, n'est pas que la violence physique. Mais normalement, on n'aurait pas dû vous refuser. Et ça, c'était au commissariat avenue de Grande-Bretagne, au commissariat de police. Je sais, c'est mon lot quotidien. Je connais ça par cœur. Et je crois que c'est le lot quotidien d'un grand nombre de victimes de violences conjugales. Je crois qu'effectivement, c'est un maillon faible, j'allais dire, de notre justice aujourd'hui, me semble-t-il. Est-ce que quelqu'un... Alexandra, tu avais fini pour l'instant, mais ça n'empêche pas. Oui. Je voulais juste demander s'il y avait prescription au bout d'un certain temps à mettre. Oui, les faits sont prescrits au bout d'un certain temps. Alors, il y a eu un changement de loi en matière délictuelle. On est passé de 3 à 6 ans. Donc, en fonction de la période de vos faits, on sera sur une prescription de 3 ans. C'était en 2018. Voilà, il faut regarder exactement quelle période. Par contre, il n'y a pas de prescription pour se faire accompagner. Non, ça c'est... Non. Parce que l'inconscient, lui, n'a pas de durée et la souffrance non plus. Tu as raison, Christian. Mais c'est vrai que ça peut valoir le coup que tu prennes par exemple contact avec Mathieu. Mais on pourrait y revenir après dans un autre cadre. Oui, ce que je souhaite, c'est qu'elle ne nuise à personne d'autre. Bien sûr, bien sûr. Est-ce qu'il y a d'autres questions enregistrées? Ou est-ce qu'on... J'ai une question. Oui. On a parlé donc de violence conjugale donc physique, mais le moral, vous allez en parler avec Maître Rouillard, mais comment prouver une violence morale? C'est quand même plus compliqué, parce que quand on prend un coup, on peut le prouver, mais quand c'est moral, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Ouais. Effectivement, c'est très compliqué. J'ai un dossier en tête en plein confinement
on a parlé avec Christian en préparant effectivement, d'un couple de médecins spécialistes, tous les deux, où effectivement, il n'y avait pas de violence physique, mais il y avait des violences psychologiques. Bon, j'y reviendrai, ça a fait lieu d'une audience en ordonnance de protection, et les deux parties étant présentes, la magistrate a posé un certain nombre de questions, et il est ressorti de ce débat que manifestement, madame subissait des pressions psychologiques. Il y avait une emprise qui était manifeste. Mais la difficulté est là. Mais c'est pareil, dans le cadre d'une plainte, sur des pressions comme celle-ci, si le procureur de la République envisage des poursuites, il y a toujours la possibilité de faire appel à un médecin pour faire un diagnostic et poser un diagnostic psychologique, psychiatrique en fonction des besoins. Il y a aussi, en fonction de la situation, la possibilité de solliciter, même dans le cadre d'une enquête préliminaire, une confrontation. Les confrontations sont souvent aussi intéressantes parce qu'on va opposer la version de la victime présumée et de l'auteur présumé, lorsque effectivement c'est contesté, mais j'ai conscience que c'est extrêmement difficile. On est dans la sphère extrêmement privée. Et ça relève de l'intime. La violence conjugale, même physique, est déjà extrêmement difficile. Vous pouvez, le nombre de femmes reçues en expliquant que l'œil au noir qu'elle a, c'est parce qu'elle a joué au foot avec son fils et qu'elle est tombée. Personne n'y croit, mais c'est le discours qu'elle vous tient. Il est difficile de prouver des violences. On est dans la sphère de l'intime et de l'ultra-intime. Donc, parce que finalement, il y a un schéma psychologique aussi des victimes, qui est « c'est de ma faute, j'ai mal fait ceci ». Alors, c'est vraiment sur la relation dominant-dominé. Et les victimes, finalement, se culpabilisent et se complaisent dans cette culpabilité du fait d'avoir ce statut de victime, en fait. Et c'est extrêmement difficile sur le plan juridique parce qu'on a besoin, effectivement, de médecins pour nous dire ou poser des diagnostics. Et il y a régulièrement aussi le déni d'un certain nombre de femmes victimes de violences. Bon, je pense qu'il ne faut pas hésiter à essayer de fournir ce qu'on pourrait appeler un faisceau de preuves. Hein, moi, j'ai été amené à rédiger des rapports, non pas de violence psychologique, mais de l'état de la personne que j'avais en face et de l'extrême vulnérabilité, fragilité de cette personne-là. Et je citais ce qu'elle m'avait dit de ce qu'elle vivait. Donc, donc j'ai fourni ces rapports-là quand ils m'ont été demandés. Et ils viennent être une pièce contributive à tout ce que là, Mathieu vient d'expliquer, les confrontations, les ceci, cela. Je crois qu'il ne faut pas se dire « j'arriverai jamais à le prouver ». Si vous souffrez, il faut trouver de l'aide. Et l'aide, Mathieu va vous expliquer d'un point de vue juridique où c'est qu'elle se trouve et comment elle se trouve. D'un point de vue psychologique, j'en ai parlé. Je crois qu'il ne faut pas hésiter. Il faut sortir de l'ombre. Hein. Mon intervention, je n'ai pas dit le titre, ça s'appelait « Passer sous silence ». Ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir parler. Je voudrais passer la parole à Ralph qui intervient dans les… Il est passé où, Ralph? Il est là, on ne le voit pas, mais qui va nous… Parce qu'il fait des formations. Alors, il est le président de GAGL 45 qui fait des interventions dans les gendarmeries et dans les commissariats de police et qui est une association amie de la nôtre. Donc, je lui passe la parole. Vas-y, Ralph. Bonjour à toutes et à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Très bien. Oui, bien, oui, Ralph. Bonjour. Oui, comme dit Jean-Loup, donc je suis le président du groupe Action Gay Lesbien du Loiret, GAGL 45, qui est le centre LGBT+ d'Orléans. Et dans le cadre de nos actions, en 2014, nous avons fait un travail sur les violences conjugales dans les couples de même sexe, décliné en deux parties, une partie avec un visuel femme et une partie avec un visuel homme, parce que ça touche réellement tout le monde, avec les 4 violences comme vous avez pu aborder jusque-là. Et depuis un an, nous travaillons avec la gendarmerie nationale au fort de Rosny-sous-Bois, au niveau de la police judiciaire, sur la formation des référents de chaque département sur les violences conjugales dans les couples de même sexe. Voilà. Donc les choses sont vraiment en train d'avancer.
on sait très bien que nous, on a cette chance-là à Orléans de pouvoir travailler avec la police nationale et on a un lien qui est très fort, comme avec le tribunal. On sait que dans d'autres villes et dans d'autres départements, c'est très difficile. Notre but, c'est que, comme nous a dit le capitaine de gendarmerie qu'on rencontre régulièrement, c'est que les choses avancent et les choses bougent. C'est que la gendarmerie ne doit plus avoir cette image qui leur colle à la peau et de pouvoir recevoir toutes les personnes qui sont victimes, qui peuvent porter plainte et se reconstruire derrière. Voilà le but aussi de ces formations-là. Pour la police, il y a l'association FLAG qui fait aussi ces formations sur ces sujets-là aussi. Et le but de toutes ces formations, c'est vraiment que les cadres soient toutes et tous formés dans chaque département avec une personne identifiée pour qu'on puisse travailler ensemble. Là, j'en ai pas encore parlé avec Jean-Loup. J'ai recentré un peu tout le travail sur les centres LGBT qu'il y avait en France. Il n'y en a que 21. Ce qui est quand même aussi une complication sur la France de pouvoir avoir des liens entre la justice et nous pour travailler sur les violences conjugales. Après, je vais avec Jean-Loup pour qu'on puisse travailler sur ce sujet-là avec la gendarmerie, voir qui est le référent et faire les liens, donc il n'y aura pas de souci là-dessus. Mais les choses avancent. Oui, Ralph, surtout que Maître Rouillard est là et qu'on a signé une convention de partenariat avec lui pour tout ce qui est pénal, mais on a aussi rencontré maintenant le préfet qui, tous les mois maintenant, nous demande le recueil des plaintes parce que maintenant on est cité enfin au commissariat de police comme association d'assistantes quand il y a plainte homophobe, LGBT-phobe. Alors pas encore dans les violences conjugales LGBT, mais on est vraiment rentré en contact avec le préfet et quand on lui a demandé le référent, là j'allais t'en parler parce que c'est récent, on démarre ça depuis le début de l'année, mais quand je lui ai demandé le nom de référent, il y a eu un grand silence. Il m'a promis qu'il allait me le donner, mais pour l'instant nous sommes dans un… Enfin, déjà, il nous demande l'état de nos plaintes tous les mois et tous les mois, normalement, il devrait maintenant commencer à communiquer par l'intermédiaire de Maître Rouillard qu'on reçoive l'état d'avancement des plaintes. On n'en a jamais eu autant, c'est vrai, que de gens qu'on suit au niveau des dossiers. C'est peut-être parce qu'on est sur le terrain, on est présent là sur le terrain, les gens viennent. On a conclu aussi un accord avec Maître Carton pour le civil. Mais donc, j'attends ton aide. Tu sais bien qu'à chaque fois, j'aime bien ce que vous faites parce que je suis un flemmard, donc j'aime bien copier. Et bien évidemment, je vais te solliciter très prochainement pour qu'on avance le mieux possible. Si je peux me permettre, pas de problème. Texte aussi pour répondre à Alexandra, ce que je recherchais. Je rappelle, moi, régulièrement, effectivement, c'est l'article 15-3 du Code de procédure civile, du Code de procédure pénale, pardon, qui dit que les officiers et agents de police judiciaire sont tenus de recevoir les plaintes déposées par les victimes d'infractions à la loi pénale, y compris lorsque ces plaintes sont déposées dans un service ou une unité de police judiciaire territorialement incompétent. Dans ce cas, la plainte, s'il y a lieu, est transmise au service ou à l'unité territorialement compétent. Donc, ils ne peuvent pas refuser théoriquement une plainte. Et pourtant, c'est ce qu'ils ont fait. Et pour la prescription, j'ai vérifié parce que justement, c'était en pleine période transitoire. La nouvelle loi est entrée en vigueur le 1er mars 2017. Donc, pour les faits postérieurs, la prescription est de 6 ans. Donc, vous, c'était 2018. Donc, c'est 6 ans à partir de 2018. Impeccable. OK. On verra avec l'assaut éventuellement et vous, maître, ce qu'on peut faire. Oui, Christine, vas-y, ouvre ton micro. Normalement, ça devrait… Oui, là, entendez. Bonjour à tous. C'était juste pour demander à Alexandra si elle connaissait quelqu'un qui pouvait l'accompagner et témoigner justement. Oui. Eh bien, oui. Le médecin. Oui, mais… et la personne qui m'a averti du guet-apens. Peux-tu la contacter, qu'elle aille avec toi? Je viens de le faire. D'accord. Je viens de le faire, je vais lui téléphoner. Bon, c'est bien, les choses sont bien en cours. Merci. Merci, Christine.
Est-ce qu'on passe la parole à Maître à Rouy, Mathieu? à Mathieu, oui. Oui, ben, ok, en avant, marche. Déjà, merci de l'invitation. Alors, sur les violences au sein des couples LGBT+, je vais tenter d'aborder cette problématique tant sur le plan civil que sur le plan pénal, parce qu'on a un arsenal législatif en France qui est assez spécifique, et vous allez voir que les deux matières sont de plus en plus poreuses. En France, nous avons, j'imagine, vous le savez, ce qu'on appelle l'ordonnance de protection sur le plan civil. Cette ordonnance de protection a été créée par une loi en 2010, dont le titre est relatif aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants. Donc il y a déjà ce qu'on disait aussi tout à l'heure, ce côté non genré. Là, à l'inverse, on a quand même dans l'intitulé de la loi une spécificité, c'est-à-dire les violences faites spécifiquement aux femmes, puis aux violences au sein des couples au sens très large, et des incidences notamment sur les enfants. Cette loi de 2010, elle concerne, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la fois les violences physiques, mais également les violences psychologiques. Nous y reviendrons. Cette loi a été élaborée à la suite d'une mission d'évaluation qui a été réalisée à la même période. Selon notamment cette mission d'évaluation, la violence dont sont victimes les femmes au sein de leur couple est à la fois banale et grave. 10% des femmes sont victimes de violences au sein de leur couple. Une femme meurt tous les 2 jours et demi sous les coups de son conjoint, compagnon ou de son ex. Donc, c'est un petit peu le postulat de départ de cette loi. Et comme vous le savez, les événements récents, j'en ai parlé tout à l'heure, le Grenelle de la lutte contre les violences conjugales a été mis en place dans le cadre d'un plan interministériel fin 2019 et qui s'est poursuivi courant 2020. Et malheureusement aussi, avec la situation de Covid, il y a eu besoin d'adapter à la situation sanitaire ces faits de violence. Je veux aussi rappeler que cette loi de 2010, elle est inspirée de la législation espagnole. La législation espagnole est la première en Europe à avoir créé un arsenal contre les violences, étant précisé que l'Espagne, et ça dès 2004, a créé cette loi, qui est une loi contre les violences de genre. Donc en Espagne, dès 2004, on a déjà cet arsenal précurseur, et l'Espagne est citée comme exemple partout en Europe, parce que c'est le premier pays qui a créé cet arsenal, et là, effectivement, genré. Il n'y avait pas de distinction femmes-hommes, puisque c'est des violences de genre, et c'est quand même important de le dire, parce qu'aujourd'hui, il y a encore ce débat. Tout à l'heure, il était évoqué effectivement le cas de certains députés qui voulaient faire un distinguo dans la loi entre les violences de couple homosexuels ou hétérosexuels, avec des divisions au sein de couples lesbiennes, homosexuels, etc. Nous y reviendrons d'ailleurs tout à l'heure, mais sachez que l'Espagne, voilà, dès 2004, est le premier pays à avoir créé une loi en Europe. Vous savez aussi que mon dada, c'est l'Union européenne. Alors, je vais refaire aussi un petit rappel. Sachez que l'Union européenne a adopté un règlement 2013 relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile, applicable à toutes les mesures de protection ordonnées, à compter du 11 janvier 2015. Et c'est important pour nous, Perpignanais, parce qu'on peut être confronté à des cas de violence conjugale transfrontalière entre un couple vivant entre la France et l'Espagne. Sachez qu'avec ce règlement, j'y reviendrai tout à l'heure, il y a une reconnaissance des décisions. Par ailleurs, sur le plan, là, cette fois-ci, européen, après avoir abordé celui de l'Union européenne, sachez que la Cour européenne des droits de l'homme rappelle régulièrement que les autorités de l'État ont l'obligation positive de protéger les femmes contre les violences domestiques, et qu'un État qui ne protège pas les femmes contre les violences domestiques viole leur droit à une protection égale devant la loi. Donc, il y a effectivement au sein du Conseil de l'Europe tout l'arsenal également juridique pour lutter contre ces violences domestiques. La France a par exemple signé la Convention d'Istanbul en 2011, qui a été ratifiée en 2014, et un rapport s'en est suivi en 2019 contre
contre les violences à l'égard des femmes et les violences domestiques, qui, a priori, à cette époque-là, avait relativement bien noté la France, hormis le système d'ordonnance de protection jugé inefficace. On y reviendra tout à l'heure, mais c'est aussi la raison pour laquelle cette loi de 2010 a fait l'objet d'un certain nombre de révisions. À l'issue de cette loi de 2010, on a 2 rapports d'évaluation qui ont été réalisés en 2012 et 2013. Selon ce rapport d'évaluation, on a estimé que l'ordonnance de protection, donc devant le juge des affaires familiales, j'y reviendrai tout à l'heure, est trop peu utilisée. Donc, afin d'améliorer cette loi de 2010, il y a eu une nouvelle loi en 2014 qui est venue ajouter, modifier quelques dispositions du Code civil. Le dernier rapport de 2019 connu de la justice montre que le faible nombre d'ordonnances de protection délivrées sur le territoire national et surtout les différences de pratiques dans la matière suivant les juridictions. Donc, vous voyez qu'en 2012-2013, des rapports d'évaluation sont faits sur la loi de 2010, qu'une loi de 2014 est intervenue pour modifier, et qu'encore en 2019, on s'aperçoit qu'il y a un faible nombre d'ordonnances de protection et qu'au sein même du territoire national, cet arsenal n'est pas appliqué de la même manière. Alors, depuis lors, et effectivement, à la suite du Grenelle, du Grenelle sur les violences domestiques, il y a une loi du 28 décembre 2019 qui est venue renforcer cet arsenal sur les violences au sein de la famille afin de remédier aux insuffisances du dispositif actuel, notamment sur les ordonnances de protection et sur les prérogatives octroyées aux juges des affaires familiales. Et une loi du 30 juillet 2020 est venue renforcer encore cet arsenal. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, avec les circonstances sanitaires que nous avons connues, il a fallu adapter cette dernière loi de décembre 2019 à la situation sanitaire et surtout à certaines maladresses rédactionnelles, parce que malheureusement, comme beaucoup de lois, celles-ci sont un peu rédigées à la va-vite, et j'y reviendrai tout à l'heure, mais on avait des délais qui étaient impossibles. Par exemple, dans cette première mouture, un décret est sorti en nous expliquant qu'il fallait convoquer devant le juge d'affaires familiales le défendeur, donc le présumé violent, dans un délai de 24 heures, ce qui est matériellement impossible. Je vous rappelle, lorsque vous avez une victime de violence conjugale, que ce soit dans un couple homosexuel ou hétérosexuel, la problématique qui va se poser immédiatement, ça va être celle du logement de la personne victime et des enfants, s'il y en a. Et tout ça génère des situations, tout à l'heure Christian l'a rappelé aussi, de la violence économique. J'ai aussi eu à connaître de situations malheureusement où une femme victime de violence n'a pas de ressources. Les seules ressources que le foyer dispose sont celles de monsieur. Donc concrètement, comment je me reloge? Comment je protège mes enfants? Et c'est là où effectivement l'État, les départements, les associations sont là, j'y reviendrai tout à l'heure, mais encore faut-il pouvoir donner les moyens. Et cette loi de 2019 nous prévoyait des délais de 24 heures. Or, c'est matériellement impossible parce que vous êtes face à des gens qui souvent sont aussi dans une détresse économique, n'ont pas les moyens de payer concrètement un huissier pour faire délivrer cette ordonnance en plus en 24 heures. C'est-à-dire qu'avec la réforme des frais d'acte, on est dans une situation d'urgence, donc vous avez un surcoût à payer. Enfin, c'est extrêmement compliqué. Donc cette loi de 2019 a été corrigée par celle de 2020. Voilà un petit peu sur cette présentation chronologique des différents textes. Aujourd'hui, on voit cette porosité entre le droit civil et le droit pénal. Je vais y revenir parce que il n'y a plus de distinction, la loi ne pose pas de distinction entre couples homosexuels, hétérosexuels, mariés, concubins, conjoints, pacsés ou ex, parce qu'aujourd'hui c'est pareil, la notion d'ex, quelle que soit la situation, est prise en considération, et ça d'abord l'était sous l'angle pénal, et le droit civil est venu effectivement reprendre effectivement ces critères pour coller à la fois sur la sanction civile, entre guillemets, puisque l'ordonnance de protection est une sanction civile, et les conséquences sur le plan pénal. Et puis c'est pareil, sur le plan civil, est dévolu un rôle de
plus en plus croissant au parquet, au procureur de la République, qui est partie à cette instance, qui délivre son avis, et j'y viendrai, en fonction des sanctions civiles qui seront prises, il y aura un contrôle du procureur de la République au niveau local. Donc, cette loi de 2010 retient une vision très large du couple, puisque, je viens de vous le dire, elle vise le conjoint, actuel ou ancien, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, et le concubin, actuel ou ancien, qui est collé effectivement sur le droit pénal. En ce qui concerne les victimes, il n'y a pas de distinction femme-homme. La loi ne crée pas de distinguo, et ce qui est finalement un soutien, ce que disait tout à l'heure Christian, un soutien pour les couples LGBT+. Parce que je ne suis pas non plus forcément enclin à trop spécificité dans la loi. J'entends ces députés qui veulent à nouveau distinguer. Pour moi, la loi doit être générale. Pourquoi la loi doit être générale? Parce que si elle est générale, on peut l'appliquer à un couple gay, on peut l'appliquer à un couple hétérosexuel. On peut, aujourd'hui, vous-même, nous savons que la société évolue, les reconnaissances évoluent, les transgenres, il y a encore quelques temps, n'étaient pas reconnus sur les problématiques d'état civil, etc. Ça a donné lieu à des condamnations de la Cour européenne des droits de l'homme, la législation française a évolué. Imaginez cette loi de 2010 où on aurait fait un distinguo uniquement sur des couples gays et lesbiennes. Quid du couple transgenre? Donc je ne suis pas, moi, à titre personnel, non plus favorable à une modification de la loi, puisqu'aujourd'hui, cette loi protège le couple dans son ensemble. Donc, c'est important de le rappeler, cette loi aujourd'hui, elle est claire là-dessus, bien que le titre vise, je vous l'ai dit tout à l'heure, spécifiquement les femmes, elle s'applique à toutes les victimes, hommes ou femmes. Je rappelle quand même qu'à l'origine, la proposition de loi de 2010 entendait lutter contre les violences de genre. Donc en fait, initialement, en 2010, lorsque le législateur, après cette mission qui est confiée pour faire cette photographie sur les violences conjugales, a voulu reprendre quasiment le titre de la loi espagnole de 2004 sur les violences de genre. Malheureusement, il y a eu effectivement des discussions qui sont celles-ci, de savoir où est-ce qu'on voulait aller. Je rappelle qu'en 2010, le mariage pour tous n'existait pas encore. Donc, les discussions à l'Assemblée n'étaient pas tout à fait, enfin, en tout cas au Parlement, n'étaient pas tout à fait celles aussi d'aujourd'hui. C'est aussi la raison pour laquelle moi je suis toujours très favorable à un texte général. Le spécifique est très dangereux, parce que le spécifique ne laisse pas la possibilité de l'évolution de la société. Et du coup, ça engendre une inflation législative qui n'est pas saine dans un État démocratique, me semble-t-il. Même si, voilà, les statistiques nous le disent, la grande majorité des victimes de violences conjugales sont effectivement des femmes. Bon. Si vous souhaitez, je ne vais pas l'aborder, mais cette ordonnance de protection elle a des effets notamment aussi sur les couples mixtes, lorsqu'il y a des victimes de nationalité étrangère avec le titre de séjour. Il y a toute une prorogation automatique des autorisations administratives. Si vous voulez, j'y reviendrai, mais voilà, sachez-le, ces personnels-là protègent en plus, parce qu'en plus de la violence économique, il y a aussi parfois la violence administrative, parce que j'ai rencontré aussi beaucoup de femmes victimes de violences qui étaient sans emploi, bénéficiaires d'un titre de séjour dans le cadre du regroupement familial. Et heureusement, cette loi permet de protéger, notamment lorsqu'il doit y avoir des titres de séjour renouvelés, une protection automatique dès lors que cette personne a bénéficié d'une ordonnance de protection. Voilà, je l'ai dit, et c'est important, l'ordonnance de protection peut être demandée alors que le couple est divorcé ou séparé. C'est important. Parce qu'il peut continuer à persister des pressions, même sur un couple séparé, notamment lorsqu'il y a des enfants et que du fait qu'il y ait des enfants, il y a encore un minimum de lien. Et il faut pouvoir bénéficier, j'y reviendrai tout à l'heure, notamment sur le plan pénal. Le plan pénal l'avait déjà bien vu. Le fait d'être ex-concubin ou ex-époux, ex-partenariat est une circonstance aggravante sur les faits de violence. Et j'y reviendrai. Et donc, le couple peut être constitué de personnes de sexe différents ou de même sexe. Ce qui est également important, j'ai eu le cas là justement d'un couple lesbien
où il n'y avait pas de cohabitation. La dernière mouture de la loi de 2019 est venue préciser aussi que les violences s'appliquent à des couples qui n'auraient pas cohabité. C'est important et ça, c'est nouveau et c'est, je dirais, bien fait parce que la jurisprudence n'était pas claire là-dessus. C'est-à-dire que avant la loi de 2019, la question était de savoir, vous êtes en couple, mais c'est peut-être d'ailleurs plus symptomatique dans des couples gays, où chacun a encore son domicile, mais pour autant, vous êtes en couple. Tantôt, vous allez chez l'un, tantôt chez l'autre, etc. Dans cette hypothèse-là, on avait un débat. On avait le débat de se dire, est-ce qu'on est vraiment en couple au sens de cette loi de 2010 parce qu'il n'y a pas de cohabitation. Parce qu'aujourd'hui, finalement, le critère restait celui avant la cohabitation, vous soyez marié, sous partenariat ou concubinage, puisque le concubinage, c'est justement la cohabitation qui est stable et constante. Là, aujourd'hui, la nouvelle loi de 2019, elle a supprimé, c'est pas qu'elle a supprimé, c'est qu'il y avait un débat qui se posait. En tout cas, elle a précisé qu'à contrario, la violence s'applique à un couple, y compris lorsqu'il n'y a pas de cohabitation. Et c'est assez important. Et donc, finalement, on a une conception du couple très large. Et on est finalement sur une conception autonome de la vie de couple qui est propre à l'ordonnance de protection. En ce qui concerne les enfants, c'est pareil, il y a des mesures spécifiques pour protéger les enfants. Que les enfants soient issus du couple victime de violence, ou que ce soit les enfants dont simplement l'un des parents a un lien filial. Hypothèse de la famille recomposée, où vous avez sous le même toit votre enfant issu d'une précédente union, mais qui va aussi subir ces violences indirectement ou directement. Là, la notion d'enfant vivant au sein du couple est également une notion très large. Bon. Aujourd'hui, pour pouvoir bénéficier de l'ordonnance de protection devant le juge des affaires familiales, il faut deux conditions. Le texte nous dit qu'il faut qu'il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblable la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés. Donc, le premier critère est celui de la vraisemblance des faits de violence allégués. Donc, la victime peut donc prouver sommairement les violences, qu'elles soient physiques ou morales. Donc, menaces, voilà, des menaces. Hein, mais alors, c'est une preuve par tout moyen, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ça peut être des mains courantes, ça peut être des dépôts de plainte, ça peut être des certificats médicaux, ça peut être des attestations. Tout est possible. Tout est possible. C'est en ça, effectivement, que l'ordonnance de protection est assez intéressante parce qu'il n'y a pas l'exigence d'une plainte au préalable. Parce que l'ancien référé violence, avant la loi de 2010, c'était quasiment, c'était ce qu'il fallait avoir une plainte. Bon. L'ordonnance de protection, elle n'est pas conditionnée à l'existence d'une plainte pénale préalable. Okay, il faut simplement que la victime, elle démontre qu'elle est exposée à un danger et que ce danger soit actuel et qu'il y ait une vraisemblance des faits allégués. Donc, c'est un faisceau d'indices, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le démontrer. Alors, il est parfois considéré à tort que le danger n'existe plus au moment de l'audience, car la victime est provisoirement à l'abri, ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, sur le caractère actuel du danger, il va souvent y avoir un débat, parce que lorsque vous avez des associations qui viennent effectivement en aide à la victime, il se peut effectivement qu'on ait extrait la victime du logement. Alors, le débat va se poser sur le caractère actuel du danger. J'y reviendrai tout à l'heure, le domicile conjugal, notamment, doit être protégé. Voilà, donc ces deux conditions sont cumulatives et relèvent de l'appréciation souveraine des juges du fond. C'est pour ça que, dans le dernier rapport de 2019, était fait état de différences d'interprétation en fonction des tribunaux, parce que c'est leur propre appréciation. Donc, c'est aussi parfois un petit peu difficile à appréhender. Je l'ai dit tout à l'heure, le ministère public... Excuse-moi, les deux conditions, c'est la vraisemblance des vraisemblance des faits de violence allégués et le danger actuel. Ah, le danger actuel. C'est le danger. Il ne suffit pas qu'il y ait eu des faits de violence. D'accord. Il peut y avoir eu des faits de violence, mais ils ne sont plus actuels. Exemple donné, par exemple, par Alexandra tout à l'heure, il y a des faits de violence. Aujourd'hui, elle est séparée de cette femme,
mais vous n'avez plus le caractère actuel du danger, puisqu'ils ne sont plus ensemble, donc elle ne peut pas bénéficier d'une ordonnance de protection. En revanche, sur le plan pénal, elle pourra poursuivre. Voilà. Donc, le danger actuel, c'est finalement le foyer, c'est le toit sous lequel on vit. Je l'ai dit tout à l'heure, le ministère public, il est associé à cette procédure, il doit émettre un avis. D'ailleurs, il peut être à l'origine, je vais y revenir, il peut être à l'origine de la procédure aussi. Alors, il y a une liste des mesures qui sont limitatives par le texte. Alors, les mesures relatives aux demandeurs, il peut y avoir notamment une dissimulation d'adresse et d'élection et une élection de domicile. D'accord ? On peut, nous, par exemple, l'avocat, faire élire domicile de nos clients à notre cabinet pour pas qu'il y ait une communication d'adresse. Parce que vous êtes sur quelqu'un qui est extrêmement violent, qui est capable de rester dans son véhicule toute la nuit, on va attendre. Donc là, pour sécuriser les adresses, c'est quand même très utile. Moi, je l'ai fait une fois dans un dossier où c'était vraiment très très chaud. Ma cliente a eu son domicile, enfin uniquement juridique, hein, c'est pas son foyer, mais ses convocations en justice, etc. Tout passe par un cabinet d'avocats. Je peux intervenir? Oui. Oui, juste une question. En cas de dépôt de plainte, sachant que cette personne est extrêmement revancharde et prête à tout, il n'y a pas de mesure de protection à partir de la plainte, c'est impossible. Non, au niveau de la plainte, dans la situation qui est la vôtre, dans la mesure où il n'y a plus de danger actuel et vous ne pouvez plus bénéficier des mesures civiles de l'ordonnance de protection, donc là, on est simplement sur un dépôt de plainte. Et après, c'est le parquet qui décide de poursuivre ou de ne pas poursuivre. Après, il y a quand même des associations, je vais y revenir, il y a un certain nombre d'associations qui peuvent aider dans le suivi des violences. Ok. C'est ce que je viens de dire, l'ordonnance de protection, c'est ça. Enfin, c'est l'ordonnance de protection, c'est le juge aux affaires familiales qui interdit, je suis en train justement d'expliquer, dès lors qu'on a démontré la vraisemblance des faits de violence allégués et le danger actuel, le juge aux affaires familiales peut prendre ce qu'on appelle une ordonnance de protection. Et justement, je suis en train d'énumérer les mesures de protection. Donc, l'une des premières pour la victime, c'est dissimulation de son adresse. Sur l'aide juridictionnelle, j'en parlais tout à l'heure aussi, parce que le temps d'avoir un retour du bureau d'aide juridictionnelle, parfois c'est long. Là, le juge peut ordonner l'aide juridictionnelle provisoire à cette personne. C'est important à la fois effectivement pour les avocats, mais également pour les huissiers, j'en reviendrai parce qu'il faut signifier cette ordonnance. Il y a également l'aide des associations. Et pour le défendeur, il y a tout un tas d'interdictions. Je vais les reprendre parce qu'elles sont assez importantes. Donc, il peut être interdit à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge des affaires familiales, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit. De l'interdire aussi de se rendre dans certains lieux spécialement désignés par le juge des affaires familiales, dans lesquels se trouve de façon habituelle la partie défenderesse. Donc, concrètement, sur la première interdiction, monsieur a l'interdiction de rencontrer monsieur dans un couple homosexuel, interdiction de rencontrer monsieur et ses enfants, par exemple. Sur des lieux en fonction des communes ou des écoles, interdiction d'être sur la commune de Perpignan. Exemple, voilà. Interdiction également à la partie défenderesse de détenir ou de porter une arme lorsqu'il y a des ports d'armes, etc. Dans cette hypothèse-là, d'ailleurs, sur les ports d'armes, il y a une transmission au procureur de la République, il y a un contrôle du procureur de la République. S'il était pris en violation de cette ordonnance de protection, il y aurait des sanctions pénales. C'est pour ça que je dis que les matières civiles et pénales sont poreuses en la matière, parce que cette ordonnance de protection va faire l'objet d'un contrôle du parquet de la police, parce que pareil, interdiction de se rendre sur une commune, si dans le cadre d'un contrôle classique d'identité, on s'aperçoit que cette personne est sur une commune dont elle n'a pas le droit d'être, ou inversement, elle n'a pas le droit de se rendre chez vous, vous appelez la police, il est fiché comme étant interdit de territoire. Il y a aussi la possibilité de proposer à la partie défenderesse une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique pour se faire aider, parce que c'est aussi une des clés pour limiter, hein, c'est celui de la pédagogie et de l'éducation. Le juge va statuer aussi sur la résidence séparée des époux, la problématique aussi du logement conjugal, étant précisé que la préférence est donnée à la victime, c'est-à-dire que la victime doit pouvoir bénéficier du logement conjugal. Si elle ne le veut pas, j'y reviendrai tout à l'heure, il y a des mécanismes.
Pareil, s'il y a des enfants, hein, le juge pourra statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale. Je l'ai dit tout à l'heure, hein, sur la dissimulation de son domicile. Voilà un petit peu les mesures que le juge peut prendre. Donc, toute cette liste d'interdictions peuvent, finalement, c'est utilisé, je parlais tout à l'heure de sanctions civiles, c'est quasiment une interdiction aussi pénale, c'est la même chose. Quand en matière pénale, le tribunal correctionnel vous interdit d'aller dans telle commune sur telle période, c'est la même chose. Alors, il y a une nouveauté avec la loi de cet été, juillet 2020, ça fait 30 juillet 2020, il y a maintenant le bracelet électronique anti-rapprochement. Alors, là, je n'ai pas encore assez de recul pour voir comment ça fonctionne. J'ai une cliente, je reviendrai, qui a eu le téléphone. C'est aussi le téléphone grand danger. J'ai une cliente qu'on a bénéficié. Mais en plus du téléphone grand danger, il y a aussi maintenant le bracelet électronique anti-rapprochement. Donc, à partir de là, c'est comme un bracelet électronique, c'est quasiment la même chose lorsque vous êtes dans une des modes alternatives à la prison et que vous êtes passé sous bracelet électronique, c'est un peu la même chose, vous êtes géolocalisé. Et ça sonne lorsque vous franchissez effectivement la zone où vous n'avez pas le droit d'être. Donc ça, sachez-le, c'est aussi important. Alors sur le logement, c'est là où c'est important de rappeler notamment la problématique du relogement, parce que toutes ces lois, tout ce Grenelle, j'entends, hein, mais derrière, il faut aussi donner les moyens aux départements, donner les moyens aux associations, parce que trop de femmes ou trop d'hommes victimes de violences dans le cadre de couples homosexuels n'ont pas les moyens de pouvoir se reloger. C'est aussi très compliqué, il y a une grande détresse psychologique, économique, et normalement, le département est censé mettre à disposition des logements pour aider effectivement les victimes de violences conjugales. La difficulté aujourd'hui, c'est qu'il y a un manque de moyens. Je pense que l'arsenal législatif, il est là. Le problème, c'est que derrière, il va nous falloir, comme on disait tout à l'heure, former tous les acteurs judiciaires et donner les moyens pour accueillir les victimes et éventuellement les enfants. Mathieu, je peux te poser une question? Oui. Est-ce que la loi a prévu, pense prévoir, un mode différent d'appréhension de cette question du logement? Parce qu'on s'aperçoit que dans les violences conjugales, qu'elles soient hétéro ou pas, c'est souvent la femme, c'est souvent la victime de violence qui doit quitter le domicile conjugal avec les enfants. Alors qu'il me semblerait peut-être plus simple d'obliger l'agresseur à quitter le domicile conjugal plutôt que de faire une double victimation, c'est-à-dire que c'est la personne qui est victime, restons sur la question hétéro, mais ça se pose pareil pour le reste, hein, avec une femme avec des enfants. Alors, un, elle est agressée, et deux, c'est elle qui part. Alors, évidemment, on lui trouve une solution d'attente dans un centre d'hébergement, etc. Mais est-ce qu'il n'y a pas une réflexion à avoir au niveau juridique sur ces questions-là? Alors, la loi l'a prévu. Il y a une priorité donnée à l'attribution du domicile conjugal à la victime, à l'épouse, dans un couple hétéro ou aux victimes. Voilà. La difficulté pratique qu'on rencontre, c'est que dans un schéma classique de violence conjugale, c'est la victime qui va s'extraire dans un premier temps du domicile, fuir, comme le témoignage d'Alexandra tout à l'heure, va partir en courant après avoir pris 3 affaires sous le bras et éventuellement les enfants, se faire héberger temporairement dans un foyer et rencontrer des associations, des avocats, etc. Bon, derrière, effectivement, il est susceptible d'aller dire « je dois récupérer mon domicile conjugal, la loi le prévoit ». Après, psychologiquement, on a deux discours, c'est-à-dire que moi, j'ai des victimes qui me disent « ça fait 15 jours que je me suis organisé, que je suis en foyer, que je suis chez une copine, que je suis retourné chez mes parents ou chez mon frère ou ma soeur, et j'ai plus envie de rentrer à la maison parce que ça me rappelle l'agresseur, ça me rappelle. » Mais la loi a effectivement prévu une priorité pour la victime. Après, dans les faits, c'est toujours compliqué parce qu'en fait, tant qu'on n'est pas jugé, on est présumé innocent. Enfin, il y a ça aussi, l'ordonnance de protection, elle a vachement été critiquée pour ça d'ailleurs, justement sur la présomption d'innocence. Il y a eu une question prioritaire de constitutionnalité sur ça pour la remise en cause en disant et quid de la présomption d'innocence. Cette question prioritaire de constitutionnalité d'ailleurs n'a pas abouti, puisque procéduralement parlant, cette instance s'est arrêtée pour X raisons. Mais la question se pose.
Parce qu'on pourrait l'envisager à contrario sur une vraie protection de la victime, c'est de se dire, dès lors qu'il y a un dépôt de plainte, on fout monsieur dehors, agresseur par exemple. En vrai, ce n'est pas tout à fait ça qui se passe, mais lorsqu'on repasse devant le juge des affaires familiales, et j'y viendrai après, il y a des délais quand même très courts, on peut attribuer de manière prioritaire la jouissance du domicile au conjoint victime. Voilà. Mais ça, je trouve que le législateur l'a fait, mais en pratique, on s'aperçoit que dans la mesure où on doit s'extraire de ce domicile, ce n'est pas toujours évident de réintégrer. Et puis, j'ai pas mal de mes clients qui me disent la difficulté, c'est que je n'ai pas envie, en fait, de revenir dans ce foyer qui, pour moi, ne me rappelle que ça. Notamment lorsque, d'ailleurs, oui, quelles que soient les violences, qu'elles soient psychologiques, voilà. Mais la loi l'a prévu. Merci. Donc voilà, je le disais aussi tout à l'heure, hein, l'ordonnance de protection, le juge des affaires familiales va statuer aussi sur notamment les contributions en charge du mariage ou du pacte civil de solidarité, hein, l'aspect financier. Pareil pour l'entretien et l'éducation des enfants, sur l'autorité parentale, je l'ai dit. Il peut y avoir aussi, c'est un parallèle avec ce que je disais tout à l'heure sur les couples mixtes, une interdiction de sortie de territoire. Il ne faudrait pas qu'un des parents puisse récupérer les enfants, sortir du territoire, ce qui pose une difficulté. Voilà. Alors, là où le bas blesse un petit peu sur l'ordonnance de protection, à mon sens personnel, c'est que cette ordonnance n'est que provisoire. Elle était initialement prévue pour une durée de 4 mois. Aujourd'hui, son délai était rallongé à 6 mois. Elle n'est valable que 6 mois. Elle peut être prorogée dans certains cas, notamment en cas de demande de divorce ou de séparation de corps pour l'hypothèse d'un couple marié, ou pour des partenaires, enfin des pacsés ou des concubins, lorsque l'un des concubins qui a des enfants va diligenter une procédure sur l'autorité parentale des enfants. Dans ce cas-là, on peut aussi proroger le temps de la procédure, cette ordonnance de protection. Mais, exemple, couple homosexuel sans enfant, l'ordonnance de protection ne sera valable que 6 mois, sauf si ce couple est marié et qu'en cours des 6 mois, une procédure de divorce ou de séparation de corps est diligentée. Mais 6 mois, finalement, ça passe très vite. Et c'est un peu là où le bas blesse, parce que entre cette sanction civile de l'ordonnance pénale et la sanction pénale qui peut être aussi une autre possibilité que je vais envisager après, eh bien, souvent, entre le dépôt de plainte et le renvoi devant une juridiction répressive, il se passe plus de 6 mois. Il se passe des années. Donc, on va avoir, par exemple, une ordonnance de protection de 6 mois, puis rien, puis quelques mois après, une nouvelle condamnation au niveau pénal. Donc, ça peut aussi poser des difficultés. Mais, comme je le rappelais tout à l'heure, la difficulté qui se pose, c'est notamment à l'aune du principe d'innocence, la présomption d'innocence, voilà. C'est aussi la raison pour laquelle cette ordonnance a une durée limitée. Sur la procédure, alors, 2 mots sur la procédure pour qu'on puisse un peu comprendre. C'est une procédure d'urgence simplifiée. Donc, elle est ce qu'on appelle juridiquement sui generis, c'est-à-dire que la victime elle-même peut saisir le juge des affaires familiales ou le procureur de la République si la personne en danger en est d'accord. Okay. La nouvelle procédure, elle a été un petit peu modifiée. Aujourd'hui, le juge est saisi par une requête qui est remise ou adressée au greffe directement. À partir de là, alors, les parties peuvent se faire assister ou non, d'ailleurs, par un avocat, puisque la procédure est orale, ce n'est pas obligatoire. Je le recommande vivement, parce que la vraisemblance des faits allégués, c'est quand même aussi une technique juridique. Il faut quand même avoir en matière à étayer ces allégations. Mais une fois que la requête est déposée, on n'est pas obligé de passer par un avocat, hein, vous avez les serfs en ligne, vous déposez votre requête, vous faites qu'elle est tamponnée. En fonction, le magistrat va fixer en urgence une date. Dès qu'elle reçoit la requête, elle fixe une date. Une fois qu'il y a cette date-là, c'est justement les fameux 24 heures dont je vous parlais tout à l'heure initialement sur la loi de 2019. Il faut signifier la date au défendeur pour qu'il puisse venir. Et à partir de là, le juge a 6 jours pour rendre son ordonnance ou pas. Donc, c'est assez accéléré. Alors, le problème, c'est que les 6 jours, s'ils ne sont pas respectés, il n'y a pas de sanction. C'est au juge qui incombe effectivement de s'organiser. Donc, au niveau du tribunal, par exemple, judiciaire de Perpignan, des magistrats en charge de ça, il y en a 1 ou 2 désignés et il y a un roulement pour justement qu'ils soient toujours en alerte sur ces dossiers.
La procédure est orale. L'audience, elle se tient en chambre du conseil, c'est-à-dire que l'audience n'est pas publique. Elle se tient qu'entre les parties concernées. Et surtout, celle-ci est exécutoire à titre provisoire, à moins que le juge en dispose autrement. Mais c'est le principe, c'est-à-dire que même s'il y a un recours contre cette ordonnance, avec lequel serait prévu par exemple une interdiction de s'approcher, ou de rencontrer monsieur ou madame, et ou d'aller à l'école, et ou de se rendre sur telle commune, même si un recours devait être diligenté, peu importe, cette décision s'applique. Et un recours est possible dans les 15 jours à compter de sa notification par voie d'huissier. Donc, la délivrance d'une ordonnance de protection pénale, c'est ce que je disais, peut avoir des conséquences sur le droit des étrangers, puisqu'il y a une prorogation de principe. Si vous avez des questions, je pourrais y revenir, mais je balaye, j'ai un temps parti et je vais me dépêcher. Mais j'ai été coupé par quelques copines. Sur la matière pénale. Sur la matière pénale, il y a une spécificité parce que, comme je vous l'ai dit, l'ordonnance de protection, elle, en fonction de ce que le juge va prévoir comme interdiction à l'égard de l'agresseur, le parquet va être l'autorité de contrôle du respect de cette décision. Donc, le texte nous dit que le fait pour une personne faisant l'objet d'une ou plusieurs obligations ou interdictions imposées dans une ordonnance de protection rendue en application des dispositions du Code civil, de ne pas se conformer à cette ou ces obligations ou interdictions est puni de 2 ans d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Les mêmes peines sont applicables à la violation d'une mesure de protection en matière civile ordonnée dans un autre État membre de l'Union européenne. Donc ça, c'est important parce que, imaginez que vous avez un couple mixte qui réside en Espagne, on revient ici en France, c'est quand même pas théorique ici, la décision espagnole sera reconnue en France. Donc ça, c'est important, le procureur prendra le relais en France. C'est aussi une protection au sein de l'espace européen. Donc vous voyez qu'il y a des sanctions qui viennent se cumuler. Et après, sur le plan pénal, en 2 mots, on a également tout l'arsenal législatif sur tout ce qui est violence classique prévu par code pénal aux articles 222-7 et suivants, étant précisé que ça va différer qu'on soit sur des menaces, qu'on soit sur... alors, il y a l'appel téléphonique malveillant qui n'est pas forcément non plus aussi compris, mais qui est une poursuite, qui est une infraction. Le fait d'harceler son ex au téléphone, c'est très fréquent. Moi, j'ai des dossiers où vous avez 170 coups de téléphone en 3 heures. Bon, ça, vous pouvez déposer plainte pour ça. C'est ce qu'on appelle, c'est l'infraction de l'appel téléphonique malveillant. C'est lié, pour moi, à des violences conjugales. Ça s'apparente à du harcèlement. Mais voilà, vous avez des violences physiques. Alors, les violences physiques, vous avez sur les ITT plus ou moins de 8 jours. Okay, en temps normal, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'était une circonstance aggravante lorsque c'est fait par un ex ou au sein d'un couple. Normalement, une violence, ce qu'on appelle nous les violences simples, pour une ITT de moins de 8 jours, c'est une contravention. Or là, le fait que ça soit fait dans le cadre d'un couple, c'est une circonstance aggravante, c'est que ça devient un délit. Mais sachez qu'il y a quand même une distinction si on est à plus ou moins de 8 jours d'ITT. Pareil sur les violences psychologiques. Bien évidemment, violence sexuelle, agression sexuelle au sein d'un couple, c'est la même chose. Je rappelle que ce qui déclenche une violence ou une agression sexuelle, c'est le consentement. Vous pouvez être marié, dès lors que vous n'êtes pas consentant, c'est une agression sexuelle ou un viol. La difficulté encore, c'est de le prouver. C'est extrêmement compliqué au sein d'un couple marié, notamment, de démontrer un viol ou une agression sexuelle. Mais sachez que c'est également possible. Voilà. Voilà un petit peu sur le plan pénal. Donc, on peut envisager les 2 voies entre l'ordonnance de protection et les faits. Parce que souvent, il ne faut pas se leurrer, même si la plainte pénale n'est pas un préalable à la saisine du juge des affaires familiales, de fait, quand j'ai quelqu'un qui subit des violences, mon conseil premier est de dire effectivement dépôt de plainte. Et éventuellement, si on est dans les 2 conditions de la vraisemblance des faits de violence allégués et du danger actuel, on saisit le juge des affaires familiales. Étant précisé que parfois il y a des problématiques matérielles et techniques et que le danger actuel n'est plus. C'est aussi la difficulté parce que si on a travaillé avec des associations, on a relogé, etc. Et le temps de récupérer des papiers, parce que souvent la difficulté là aussi, c'est qu'on prenez votre sac à dos, comme l'a expliqué tout à l'heure Alexandra, c'est aussi souvent ça le cas. Prenez votre sac à dos, vous partez, vous n'avez pas un papier.
Malheureusement, les associations ou moi, avocat, je vais avoir besoin de papiers, ne serait-ce que de papiers d'identité, etc., pour constituer un dossier d'aide juridictionnelle. Enfin, donc, il va se passer un certain temps et le danger actuel n'est plus forcément là. Donc, le réflexe qu'il faut, à mon avis, faire, c'est plainte pénale et ensuite voir si on est toujours dans le cadre d'un danger actuel pour poursuivre cette action sur le plan civil. Voilà, dans mon temps parti. Bravo, maître. Bravo, maître. C'est pas évident. Bravo, Mathieu. Non, Merci pas. beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Sur cette matière très dense que Mathieu a réussi à rendre. Ah, Ralph, vas-y. Alors, moi, je refais un petit rajout ce qu'a parlé Maître Rouillard sur les bracelets électroniques. Nous étions présents lors du lancement de la plateforme 3919 par Marlène Schiappa à Matignon. On a su que ça faisait déjà 10 ans que l'Espagne utilisait ces bracelets anti-rapprochement. L'étude était viable et c'est pour ça que la France, dès janvier 2020, a commencé à mettre en place. Donc, on a quand même un retour de ce système. 1er janvier 2021. 1er janvier 2021, dit Maître Rouillard. C'était le 31 décembre 2020. Parce que quand on a eu la réunion avec Mme Schiappa au mois de janvier 2020, elle nous expliquait avoir déjà en possession des bracelets anti-rapprochement et qui allaient être mis en place. Parce qu'effectivement, il y a eu, je crois, de mémoire, des juridictions qui ont été juridictions test. Donc, c'est comme ça qu'ils ont pu le faire sur le bracelet anti-rapprochement avant de le généraliser sur tout le territoire. Et la généralisation date du 19. Là, c'est tout récent, c'est la dernière loi de 2020, de cet été. De toute façon, on n'a pas de recul encore pour le moment. Même sur les départements de test, on n'a pas de. Moi, je n'ai pas de chiffres. Tu as quelque chose, Ralph, sur les départements test? Pour l'instant, on n'a aucun retour, à part ce que nous expliquait Mme Schiappa sur l'Espagne et l'efficacité de ces bracelets, mais c'est tout. Ah, mais je pense que c'est efficace parce que c'est comme n'importe quel bracelet sur l'alternative à la prison. Hein. C'est automatique, c'est-à-dire que pour l'avoir déjà vu, vous avez un ordinateur avec Google en gros, et vous avez tous les bracelets qui sont. Et s'il y a une violation de l'horaire, etc., tout est rentré en informatique, ça sonne et vous êtes en alerte. Et la police, le commissariat le plus proche, on doit informer, ainsi que le procureur de la République. Donc ça, c'est automatisé. Je pense que ça va Après, ça va coûter de l'argent, c'est ça aussi le problème. Combien on va en avoir? Après, c'est des discussions qu'on peut avoir avec Mme Moreno, qui est notre ministre chargée de l'égalité femmes-hommes. Ça peut être des questions, travailler aussi avec la DILCRA, la délégation interministérielle de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT. Voilà, c'est des choses qu'on peut voir avec eux, savoir s'ils ont déjà des retours là-dessus et pouvoir s'en travailler. Oui, tout à fait. Mais ça, c'est effectivement une orientation qu'il faut qu'on prenne et qui ait un peu plus de dialogue entre nous. Parce que, par exemple, nous, ici, dans les Pyrénées-Orientales, pour parler d'ILCRA rapidement, on n'a jamais eu de réunion du CORA. Le préfet a regardé ça avec un air en disant « je vous promets que je vais le faire avant juin ». Mais en fait, dans les Pyrénées-Orientales, ça n'a jamais été fait. Le Coran est un comité local. Oui, comité local. Mais donc, et c'est le premier préfet qui effectivement s'inquiète du suivi des plaintes et qui s'inquiète de notre présence. Et on a même été reçu par le sous-préfet de Céret. Il commence à y avoir une reconnaissance. Alors, ça vient aussi du fait que nous, on n'était peut-être pas suffisamment présents sur le terrain, hein, mais ça bouge tout de même. Mais c'est vrai qu'on a besoin des expériences des autres pour avancer. Alors, pour les CORA, il n'y en a pas dans tous les départements. C'est vrai que c'est aux préfectures de mettre cela en place. Et c'est aussi un travail en lien avec la DILCRA. Et la DILCRA l'a rappelé suffisamment de les tenir au courant si les CORA n'étaient pas présents à les préfectures. Là, j'ai les fast-tests là sur le bracelet. A priori, il y avait Bobigny. Ah oui, pardon. Il y avait Bobigny, Pontoise, Angoulême, Douai et Aix-en-Provence qui étaient des fast-tests et pour lesquels ça a commencé finalement courant septembre 2020 avant une généralisation au 31 décembre 2020.
Oui, donc c'est encore très récent. Voilà, c'est très récent. Je pense qu'on n'aura pas d'études statistiques avant au moins 1 an, 18 mois pour avoir des retours. Est-ce que dans le public, il y a des questions qui s'adresseraient soit à Mathieu, soit à Christian Cantonis, parce que voilà, il nous reste un bon quart d'heure, mais est-ce que certains pourraient avoir des questions à soumettre à nos deux éminents invités? Michel, une question dans la salle. Moi, c'est pas une question, c'est surtout sur le parcours que j'ai eu avec mon ex-compagnon. Mets-toi face à la caméra, ça sera plus joli. Parce qu'on a été pacsés pendant 4 ans et moi je commençais à retrouver du travail, donc j'ai retrouvé du travail au mois de mars et il a proposé donc qu'on se dépaxe au mois de mars. Et moi pour retrouver un logement, on me demandait 3 bulletins de salaire. Donc j'étais obligé heureusement qu'il a accepté, de cohabiter, mais on ne se parlait plus, c'était vraiment très pendant 4 mois, c'était dur. J'ai dû déménager et j'ai signé le PAX, enfin la fin du PAX, qu'au 14 juillet pour dire que si je me dépaxais avant, je risquais de me retrouver à la rue. Donc pendant ces 6 mois-là, on a cohabité, mais on ne se parlait pas, c'était très très compliqué. Et donc est-ce que j'aurais dû faire quelque chose ou j'avais des possibilités de... Pour retrouver un logement, ouais. Mais il n'y avait pas de violence. C'était moral. Oui, ouais, mais comme tout, parce que il y a séparation. Il y a ça aussi à distinguer. Moi, je distingue les violences psychologiques qui sont une réelle emprise, et là, Christian pourra revenir dessus, mais de la rupture qui, comme toutes les ruptures, crée des tensions. Il y a, bon, je ne juge pas, moi, déjà je suis avocat, donc je ne juge pas, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai pas mal de témoignages en cas de rupture où il y en a un ou l'autre qui se prend une paire de gifles. Bon. Il ne faut pas mettre ça non plus dans des violences conjugales. Moi, je sais que j'ai aussi des confrères qui se disent, elle s'est pris une gifle ou madame lui a mis une gifle. Ah, violence. Non. Parce qu'il y a eu un épiphénomène, ça se plaît aussi, ça. Parce que l'ordonnance de protection, elle peut être rejetée. Hein. C'est la vraisemblance de faits allégués, souvent répété, répétitif, avec un danger. Une gifle sur une séparation où vous annoncez à votre ex que vous partez, que ça se passe mal et que vous en prenez une, pour moi, ce n'est pas de la violence conjugale dans l'exposé que je viens de vous faire. C'est en fait de violence, clairement. Mais qui est un épiphénomène et qui est intrinsèquement lié à la rupture. Pour moi, c'est pas. Donc là, dans votre situation, je pense que c'est un peu la même chose. C'est comme toute séparation, c'est toujours un peu tendu, mais pour autant, ce n'est pas de la violence conjugale. Donc voilà, finalement, le comportement que vous avez eu mieux, c'est d'être assez intelligent, prendre un peu de hauteur et de cohabiter, comme vous dites, mais c'est assez compliqué de. En tout cas, pour moi, ça ne revêt pas la qualification de violence conjugale. Christian, Non, Mathieu a répondu à la question posée. On peut effectivement comprendre la question de la solitude, de l'isolement contraint, parce que ce sont deux personnes qui cohabitent et qui ne jouent plus rien ensemble, si ce n'est une entente pour pouvoir permettre d'accéder à un logement, mais on n'est pas là dans le cadre d'une violence conjugale, d'autant plus que vous auriez eu du mal à le plaider, puisque la personne a accepté de favoriser quelque chose pour que vous puissiez trouver une solution à votre demande de logement. Donc là, on n'est pas sur... On est sur effectivement un épisode douloureux que vous avez vécu, je crois que personne ne le remet en cause, mais on n'est pas sur de la violence conjugale. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon. S'il n'y a pas de questions, moi j'aimerais citer quelque chose, on en avait parlé. Tout à fait. Il y a un site internet nouveau qui est sorti qui s'appelle siteparcours.victime.fr. Attends, site, c'est parcours.victime.fr, qui est un site pour accompagner les victimes de violences conjugales. Et en fait, il est intéressant parce que le visiteur va être orienté vers 5 portes. C'est sous forme de dessin. Et chacune des portes représente une solution. Être écouté, être indemnisé, se sentir en sécurité, etc. Et du coup, moi je le trouve très intéressant parce que
parce qu'il est didactique, il est intéressant. Le seul petit point, c'est ce qu'on disait, c'est que les personnages qui illustrent c'est encore un couple hétéro. Hein. Mais bon, passons là-dessus. Est-ce que c'est un couple hétéro blanc? Non, madame est métisse et monsieur. Oui, légèrement coloré. Voilà. On ne sait pas si c'est une métisse, comme c'est quelqu'un, mais c'est un contre doute. Oui. Mais il est pas mal fait. Mathieu est allé dessus, il est pas mal fait. Voilà, je voulais vous donner ça, on ne sait jamais, ça ne nous arrive. Tout à fait. Parce qu'en fait, en convention, on a effectivement tous les. Alors, il y a 5 portes. Parler et être écouté, se mettre en sécurité, préparer un temps pénal, être indemnisé et se reconstruire. Voilà, chaque porte donne des réponses à des questions qu'on peut se poser. On le mettra en ligne. Et il a été effectivement lancé il y a une quinzaine de jours. Oui, il est très récent. On le mettra en ligne sur notre sur notre site. Voilà. Parmi nos éminents participants, est-ce qu'il y a d'autres questions? Juste une petite question, Marie-Pierre, pour Maître Rouillard. Il a dit qu'on pouvait déposer plainte en ligne. J'ai bien compris? Oui. Oui. Une pré-plainte. Alors, c'est pas un dépôt de plainte en ligne, c'est une pré-plainte. D'accord. Il faut quand même se rendre derrière au commissariat, mais vous pouvez déjà anticiper. Oui. Ça permet de faciliter aussi le travail des policiers ou des gendarmes. Et ça permet d'avoir un rendez-vous sur une heure donnée, sur un créneau horaire, plutôt que de passer 2 heures dans la salle d'attente. Ok. On Merci. passe même une bonne heure dans la salle d'attente, mais bon. Oui, mais la pré-plainte nous permet que ce soit. Et puis du coup, c'est enregistré. C'est ça. Merci. Oui, je rebondis sur le fait que il faut dans tous les cas porter plainte. Il ne faut jamais rien laisser passer. Ça, je crois que c'est la leçon primordiale. Quels que soient les faits, et je ne parle pas que pour les violences conjugales, je parle aussi pour les plaintes LGBT-phobes ou homophobes, etc. Il faut systématiquement porter plainte. On n'a plus le droit maintenant de laisser passer le train en le regardant, en se disant finalement c'est pas grave, ou finalement c'est des vieux restes de culture judéo-chrétienne. Finalement, ce n'est pas grave, je suis moi farouchement et depuis un certain temps pour, et c'est pour ça que avec l'association, on initie ces partenariats avec les avocats parce que c'est important qu'on assure ce suivi. Je pense que ça fait partie de nos missions. Je pense qu'il y a un certain nombre de membres du conseil d'administration qui sont dans les parages, ils seront d'accord avec moi, mais que c'est important qu'on porte ces missions et qu'on suive ces dossiers parce qu'il faut que les choses avancent. Et il n'y a que si on est présent sur le terrain que ça avancera. Il n'y a pas de miracle. Et ce sont les rapports avec nos partenaires et ce sont les rapports avec le monde institutionnel qui permettront de faire avancer les choses. Oui, Ralph, vas-y. Alors, moi, j'ai une question à nos 2 intervenants. Nous travaillons, nous, sur une enquête réalisée par l'INED par rapport aux défenseurs des droits sur les violences intrafamiliales, qui est parue en 2020. Est-ce que vous avez, qui a été menée en 2015, mais l'ensemble du document est paru en 2020. Vous avez de votre côté, vous avez d'autres enquêtes que vous connaissez, que vous pouvez utiliser ou pas? Non, c'est la même. Pour moi, c'est la dernière, celle qui a fait l'objet d'une publication là récente. Moi, je les autres aussi. Oui. Merci. Simplement pour rebondir sur ce que disait Jean-Loup, je crois qu'effectivement c'est important de porter plainte. Je crois que c'est important aussi, et ça c'est quelque chose qu'on doit développer au sein de l'association, de penser à l'accompagnement. Alors, psychologique, c'est une démarche individuelle, donc, mais il faudrait aussi qu'on puisse développer tout ce qui est écoute des victimes, de façon à pouvoir les accompagner ensuite dans une démarche thérapeutique si elles le souhaitent. Parce que voilà, il y a les 2 aspects, c'est en ça que cette conférence d'aujourd'hui est importante, c'est qu'on a eu ces deux points de vue, qui sont 2 points de vue, à mon avis, absolument nécessaires et non voilà, on ne pourrait pas se passer de l'un ou de l'autre.
c'est-à-dire l'aspect accompagnant psychologique et thérapeutique si nécessaire, et l'aspect juridique et l'accompagnement des victimes vers aussi les défaits de plainte. Oui, je suis entièrement d'accord avec Marie-Pierre. Je suis désolé parce que je fais en même temps le médiateur derrière l'ordinateur, donc on ne voit pas la caméra. Et donc, mais j'ai une voix qui porte, donc qui permet de contourner l'ordinateur pour aller jusqu'au micro. Mais c'est vrai que c'est une mise en place. Bon, on va essayer cette année d'abord de former des gens chez nous à l'accueil et à l'écoute parce que c'est important. Il faut absolument qu'on y arrive. Ensuite, ça va être alors, il y en a une qui va comprendre qu'il y a un message subliminal. C'est vrai que c'est un problème de moyens après et que ça prend du temps. Et donc, on est forcé, on ne pourra faire, l'association La Nôtre n'est composée que de bénévoles. Et uniquement de bénévoles à l'heure actuelle, et c'est vrai que ça fait beaucoup de temps. On se rajoute ces tâches-là en plus. On prend des aides en signant des partenariats avec Maître Rouillard, avec Sébastien Carton. On prend des partenariats en interpellant Christian Cantenis. On prend des partenariats avec un certain nombre de gens, mais c'est du temps et puis c'est de la formation. Et ça, je crois qu'il faut absolument qu'on se forme à l'écoute, qu'on se forme encore plus à l'écoute parce que pour l'instant, on n'a pas encore, par exemple, nous, une ligne vraiment d'écoute. On a le téléphone de l'ASSO qui, par moment, sert de réception, mais on n'a pas vraiment de ligne d'écoute et on n'est pas encore au niveau d'avoir des suivis de dossiers vraiment bien structurés. Et ça, il faut que c'est le boulot, c'est notre futur boulot et c'est notre future volonté. Un de nos futurs. On ne manque pas d'idées, rassurez-vous. C'est une idée formidable. Mais il va falloir qu'on ait du personnel qui soit formé. Qui veut dire du personnel qui soit formé, ça veut dire du temps, ça veut dire des organismes de formation et ça veut dire, hélas, 3 francs 6 sous qu'il va falloir trouver. Il faut se rapprocher de l'association des victimes. Voilà, il faut qu'on se rapproche. Il faut qu'on se rapproche d'associations d'aide aux victimes. Exactement. Ben, j'ai toujours l'habitude de dire que LGBT plus 66, c'est un peu un médecin généraliste qui essaye de se répartir à droite, à gauche, mais ce n'est pas toujours évident. Oui. Je crois qu'il y a Christine et Michel. Alors, Christine, vas-y, tu mets ton micro en route, voilà. Juste pour, si on fait une main courante et pas une plainte pour pas que la personne concernée soit au courant, comme là pour Alexandra, est-ce qu'une main courante, on a les mêmes droits qu'une plainte? Non. D'accord. La main courante, c'est une date certaine qui est donnée à un fait. Ça ne peut pas déclencher une procédure. Donc la main courante, concrètement, elle ne sert à rien. Enfin, moi, juridiquement. Voilà, c'est ça. C'est une déclaration. Moi, je m'en sers. Enfin, on peut la verser, une main courante. D'ailleurs, je l'ai dit, puisque la plainte n'est pas la plainte pénale préalable n'est pas nécessaire pour saisir le juge aux affaires familiales dans le cas d'une ordonnance pénale. Donc une main courante peut faire partir des indices ou du faisceau d'indices pour déterminer la vraisemblance des faits allégués. Ça, c'est vrai que ça peut valoir le coup. Moi, j'ai eu aussi des dossiers où vous avez des petits épiphénomènes dont je parlais tout à l'heure. Ouais. Sur un épiphénomène, il faut quand même laisser une trace. Vous n'avez pas envie de déclencher l'arsenal lourd, mais une main courante. Si vous avez quand même mis bout à bout un certain nombre d'épiphénomènes, c'est plus de l'épiphénomène et ça devient de la violence. Et là, effectivement, si vous avez 3, 4, 5, 6 mains courantes sur une période assez courte, c'est plus tout à fait la même chose. En revanche, la main courante ne vous permettra pas d'enclencher une procédure pénale. D'accord, merci. Et Michel. Alors, ça fait un an qu'on est sur les confinements et sur les couvre-feux. Est-ce qu'il y a une augmentation des violences dans les couples? Ben, c'est à nous de répondre normalement, Michel. Je pose ma propre question. Je veux dire, par rapport aux gens qui vont consulter. On parle tous de gens sexuels, mais il y a d'autres qui parlent aussi des couples hétérosexuels. Donc, est-ce qu'il y a eu plus de gens qui ont subi des violences Sur l'ensemble des couples qui sont amenés à me voir, moi, je peux dire et je peux constater qu'il y a effectivement une augmentation de la souffrance à deux, hein, et qui peut entraîner des violences conjugales, mais j'allais le dire que c'était déjà des couples qui étaient déjà en souffrance hors
confinement et que le confinement vient faire caisse de résonance et mettre en tension ce qui était déjà plus ou moins latent. Hein? Alors après, faire un lien Covid, violence conjugale, je crois que je ne le ferai pas, mais que le confinement ait entraîné beaucoup plus de demandes d'aide, oui. Incontestablement, la réponse est oui. Ouais, parce que là, on n'a pas encore de données chiffrées. Mais en plus, le problème, c'est que c'est aussi un peu paradoxal, parce que sur la première version du confinement, le confinement vraiment sec du mois de mars de l'an dernier, il n'y avait plus du tout d'accès à la justice, sauf mesures d'urgence, notamment ordonnance de protection. Moi, j'en ai eu une sur des faits qui étaient juste antérieurs à la période de confinement. La procédure était déjà enclenchée, mais effectivement, c'est venu exacerber l'existant. Il y a eu effectivement ce temps de justice où, pendant le premier confinement, il y a eu ces procédures d'urgence. La difficulté aussi auquel était confronté, c'est que, vu que tout le monde était confiné, sur le danger actuel dont je parlais tout à l'heure, si on a laissé passer le premier confinement et que finalement on a pu avoir accès à un avocat, à un conseil, à une association, que sais-je, 3 mois après, c'est difficile. Mais il y a eu des graves tensions. Moi, j'ai connaissance du confinement, de procédures de divorce en cours, où on m'appelait pendant tout le premier confinement en me disant mais faites quelque chose parce qu'il y va encore sous le même tour. Le problème, c'est que la justice est enfermée, vous ne pouviez pas déposer vos actes, donc j'ai dû attendre la fin. Bon. Mais c'est sûr que ça exacerbe, à mon sens, les situations de tension. Hein. Vous l'avez expliqué tout à l'heure, une séparation, un maintien contraint de 4 mois pour retrouver un logement, c'est exactement la même chose. Ça exacerbe la situation sous-jacente de conflit. Et puis, voilà, il y a eu aussi toutes ces problématiques qui étaient qu'un couple où s'exercent des violences conjugales, quand il est confiné ensemble, il y a une plus grande difficulté pour la victime d'aller saisir, ne serait-ce que là, le service de police, de gendarmerie, etc. D'où il y a un certain nombre de dispositifs qui ont été pris que d'abord, on pouvait, je ne sais pas si c'est encore le cas actuellement, saisir la force de police ou de gendarmerie par un texto. Parce que sinon, appeler quand le mari ou la femme est dans la pièce d'à côté ou dans la même pièce en disant il me tape dessus ou elle me tape dessus, c'est un peu compliqué. Il y avait un système aussi, Marie-Pierre, dans les pharmacies, me semble-t-il. Dans les pharmacies, les femmes roulées ou les victimes, d'ailleurs, moi aussi j'ai des réflexes un peu idiots de dire les femmes. Les victimes pouvaient aller déposer en tout cas leur souffrance à la pharmacie pour pouvoir être aidées. Et y compris, il y a une permanence qui se tient d'ailleurs toujours, qui est tenue par Planning Familial et l'APEX à Auchan, dans la galerie commerciale d'Auchan, qui tient une permanence parce que le seul endroit qui était ouvert, c'était les centres commerciaux. Et du coup, cette permanence permettait que les victimes éventuelles qui faisaient leurs courses puissent aller rencontrer des deux associations qui pouvaient les aider. Peut-être que on va être forcé de conclure. Ah. Oui, qui avait une question? Oui, vas-y, Christine. Non, c'était juste pour vous dire qu'en fait, je dois y aller, donc je vais me déconnecter. Je vous remercie pour cette vidéoconférence. Je vous embrasse tous et vous dis à bientôt. Un mercredi. Merci, Christine. Bisous. Un mercredi, bisous. Christine. Maintenant, tu sais comment ça marche. Non, de toute façon, on va arrêter là. J'ai galéré quand même. J'ai procédé donc à l'enregistrement de la conférence dans son intégralité. Bon, nous avons été jusqu'à 18 participants, ce qui est pas mal pour une première, un samedi après-midi, et voilà. Mais ça sera renouvelé, je pense. Alors, peut-être pas en visio, si on pouvait le faire en présentiel, ça serait pas mal. Ça nous changerait. Je vais essayer donc de mettre l'enregistrement sur YouTube afin de pouvoir communiquer un peu plus. Mais je vous remercie tous. Je tiens à remercier nos intervenants parce que travail de préparation, puis travail. Merci. Ça a été clair. Et puis les participants aussi. Et puis bon, dans les nouvelles, bon, sachez que la permanence reste ouverte toujours tous les lundis. Hein, il n'y a pas de souci.
Et on est tout prêt à essayer d'aider et de compléter nos actions. Marie-Pierre? Merci encore à nos deux intervenants. J'ai trouvé que c'était très intéressant et j'espère que nous pourrons recommencer. Et merci au conseil départemental de son aide. Je vois que Céline, mais elle m'a mis un petit mot en me disant parce qu'il y a un problème de photo, mais elle est allée en vitesse chercher son fils au foot. Et donc, bon, j'ai remercié, et puis je pense que le message est passé aussi un petit peu. Mais voilà, donc à bientôt et merci encore à tout le monde. Merci. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Merci, au revoir. Je sais pas.